Le dicton veut que les photographies ne mentent jamais, que l'appareil capture la vérité en argent et en ombre, préservant la vie exactement telle qu'elle était en cet instant fugace. Mais les anciens photographes savaient le mieux. Ils murmuraient qu'une photographie ne capture pas seulement ce qui est visible. Elle piège ce qui est caché, des fantômes d'intention, des secrets dans les postures, les trahisons inconscientes des mains et des yeux. C'est pourquoi, dans les archives de Bordeaux, une photographie prise en 1885 n'était pas destinée à être découverte. Une domestique, un mari, une épouse, 3 figures figées dans une symétrie respectable. Pourtant leurs mains, ces mains maudites et marquées, trahissent quelque chose de si troublant, de si discrètement prédateur, qu'une fois vu, on ne peut plus l'ignorer. Imaginez un froid après-midi de mars, le salon d'un grand manoir en Aquitaine, étouffant sous l'odeur de fumée froide et de bois poli. Le maître Jacques Lefebvre se tient droit à côté de son épouse assise, Béatrice, une femme déjà vidée par les obligations sociales. Derrière eux, légèrement dans l'ombre, Élisabeth Moreau, la domestique, son visage composé, presque maternel. Mais sa main droite repose sur le dossier de la chaise de Béatrice, marquée et tordue, ses doigts recourbés avec une assurance qui n'appartient pas à une servante. Regardez de près et vous verrez que ce n'est pas un geste de service. C'est de la possession, de la domination. C'est la main d'une femme qui sait déjà comment cette histoire se termine. La photographie fut rangée, oubliée dans une boîte de preuves, liée à une affaire d'assurance sans rapport. Personne n'y prêta attention pendant 14 ans. Et pourtant, cette même main marquée apparaîtrait dans des descriptions policières, à travers Bordeaux, Lyon et Marseille. Des descriptions d'une femme vue pour la dernière fois, avec des épouses, fortunées qui moururent plus tard dans des accidents trop opportuns, trop répétitifs pour être des coïncidences. 14 témoins différents, 14 foyers différents, tous décrivant inconsciemment le même prédateur. Ce n'est pas une histoire sur une mort oubliée, c'est sur le mécanisme du pouvoir qui permet aux prédateurs de survivre en pleine vue, sur la façon dont les institutions, la police, les compagnies d'assurance, même les familles aristocratiques elles-mêmes, enterrent leurs morts et étouffent leurs soupçons quand la vérité devient trop dangereuse. Et c'est sur les photographies, ces maudites petites fenêtres du temps qui trahissent ce que l'œil humain est entraîné à ne pas voir. Bordeaux, au début des années 1880, était une ville gonflée par l'industrie et la richesse. Des manoirs s'élevaient, comme des forteresses au-dessus des rues pavées. L'élite des quartiers du Jardin public et de la rue Sainte-Catherine vivait entourée de ferronneries ornées, de lampes à gaz vacillantes et de systèmes mécaniques que personne ne comprenait pleinement. Fournaises, conduites de gaz, câblages électriques, tous emmêlés sous les planchers et les murs. Leurs épouses, des femmes délicates formées pour la société, pas pour la survie, souffraient de troubles nerveux, d'évanouissement, d'épuisement. Les médecins appelaient cela de l'hystérie. Les maris l'appelaient faiblesse. Mais Élisabeth Moreau l'appelait opportunité. Elle entrait dans les maisons comme domestique, mais elle n'était jamais une domestique. Elle était une ingénieure du malheur, une manipulatrice des circonstances, une voleuse de vie dont la méthode était invisible parce qu'elle était intégrée dans la machinerie même de la maison moderne. Un raccord de gaz desserré, une lampe mal réglée, un verre de vin infusé juste assez pour brouiller l'esprit, un escalier poli trop brillant. Elle maîtrisait l'art de créer des accidents, la mort par la vie domestique elle-même, et personne ne la suspectait parce que qui accuserait la domestique agenouillée près du corps, sanglotant dans son tablier taché de sang. La photographie de 1885 d'Élisabeth Moreau avec les Lefebvre était censée n'être qu'un souvenir familial, une documentation du personnel de maison. Mais le temps transforme les objets en preuves. Regardez à nouveau cette main. Les cicatrices, qui traversaient ses jointures et sa paume, irrégulières, inconfondables, étaient identiques à celles décrites dans les rapports de police de Troisville. Les témoins s'en souvenaient parce qu'elles étaient grotesques, défigurantes. Ils se demandaient comment une femme si marquée avait trouvé du travail dans des maisons qui valorisèrent les apparences. Ils ne réalisaient pas que les cicatrices étaient son arme. Elles lui donnaient une identité continue à travers différents noms, différents déguisements. C'était sa signature invisible, écrite sur la peau elle-même. Et voici la vérité interdite que personne à Bordeaux ne voulait prononcer à voix haute. Les riches avaient un besoin d'elle. Ils avaient un besoin de femmes comme elle. Les épouses trop fragiles pour le nouveau monde industriel s'effondraient sous la pression des rituels sociaux, des attentes et du désespoir silencieux. Les familles murmuraient sur l'épuisement nerveux, les crises, les femmes qui ne pouvaient supporter le poids de leur rang. Élisabeth offrait des solutions qui libérèrent les hommes de mariages malheureux, qui taillaient les branches sociales des familles sans scandale. Les hommes suspectaient-ils? Peut-être. Regardaient-ils ailleurs?
presque certainement, parce que reconnaître ces crimes signifiait reconnaître les fondations pourries sous leur richesse, la nature jetable de leurs épouses, de leurs filles, de leurs servantes. Au moment où les enquêteurs assemblèrent le puzzle en 1899, 14 années de mort avaient été attribuées au destin, à la malchance, à l'inévitable tragique. Les veuves de Bordeaux avaient été effacées discrètement, méthodiquement, sans résistance. Tout cela pendant qu'Élisabeth Moreau passait d'un foyer à l'autre, changeant de nom, adoucissant son accent, ajustant ses manières comme un caméléon, comme une ombre, comme le gaz même qu'elle utilisait pour empoisonner ses victimes. Incolore, invisible, mais létal. Ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est une carte du pouvoir. Les institutions enterrent les preuves quand la vérité menace les profits. Les familles protégeant les apparences, même quand leurs femmes meurent. Les domestiques, oubliés dans les photographies, tiennent les mains des secrets les plus sombres de l'histoire, et les mains elles-mêmes, marquées, maudites, racontent l'histoire que les bouches refusent de dire. Alors je vous demande, quand vous regardez une vieille photographie, ne voyez-vous que les sourires, les postures, les costumes du passé, ou voyez-vous les ombres cachées dans les coins, les mains qui serrent trop fort, le regard qui s'attarde trop longtemps? Parce que les photographies ne préservent pas seulement la mémoire, elles préservent la culpabilité. Et la culpabilité de Bordeaux persiste encore dans cette image oubliée de 1885. La descente n'a fait que commencer. Le grand mensonge de l'histoire est que le danger vient de l'extérieur de la maison, des étrangers dans la nuit, des voleurs dans les ruelles, des ennemis étrangers attendant aux portes. Mais les prédateurs les plus mortels sont ceux invités à l'intérieur, ceux qui apprennent les rythmes de votre maison, qui mémorisent les craquements des planchers, qui savent quelles lampes brûlent proprement et lesquelles fuient de leur poison invisible. Élisabeth Moreau n'était pas une criminelle des rues. Elle était la mort déguisée en confort, assise à la table du dîner, brossant les cheveux de sa maîtresse avant le coucher. Elle était l'ombre qui se déplaçait avec familiarité à travers les portes verrouillées, parce qu'elle en avait toutes les clés. Sa stratégie n'était jamais précipitée. C'était son génie. Élisabeth ne tuait pas soudainement, comme un meurtrier submergé par la rage. Elle tuait patiemment comme si elle entretenait un jardin. D'abord elle isolait. Chaque femme qu'elle servait commençait à se retirer des amis, des voisins, même de leur propre famille. Les mots d'Élisabeth étaient doux, jamais accusateurs, toujours concernés. Vos maux de tête empireront avec trop de visiteurs. Le médecin recommanderait plus de repos. Peut-être votre mari devrait-il vous protéger de telles obligations. Ce qui apparaissait comme du soin était de la corrosion. Elle dissolvait les liens sociaux avec l'empathie comme arme. Une fois isolées, ses victimes s'appuyaient sur elle plus complètement. Imaginez Béatrice Lefebvre dans les semaines avant sa mort. Elle faisait confiance à Élisabeth plus qu'à son propre mari. Elle croyait ses remèdes, avalait ses toniques, obéissait à ses suggestions sur le repos et l'alimentation. Et chaque nuit qui passait, Élisabeth apprenait la maison elle-même. Elle se déplaçait comme une scientifique, étudiant les veines des conduits de gaz, les artères des canaux, les connexions fragiles entre l'électricité et le feu. La plupart des gens à cette époque craignaient leur propre maison. Les nouvelles technologies étaient sujettes à des accidents mortels. Élisabeth weaponisait cette peur. Elle devenait la maîtresse des accidents, des morts qu'aucun coroner ne pouvait prouver comme des meurtres. Pensez à l'élégance de cela. Pas de sang, pas d'armes, pas d'empreintes, juste du gaz qui ne brûlait pas proprement. Juste une chute qui pouvait arriver à n'importe qui. Juste une lampe laissée allumée trop longtemps dans une pièce mal ventilée. Et toujours. Élisabeth était là le matin, la première à trouver le corps, la première à crier d'horreur, la première à s'agenouiller dans le chagrin. Les voisins accouraient et la voilà, la loyale servante hystérique brisée par le chagrin. Qui pouvait suspecter la domestique qui semblait aimer sa maîtresse au point de pleurer dans ses bras sans vie? Ses cicatrices jouaient un rôle dans cette illusion. Quand les détectives remarquaient les lignes grotesques traversant sa paume et ses jointures, ils la plaignaient. Une servante défigurée dans un accident de cuisine il y a longtemps. Bien sûr qu'elle s'accrochait à ses employeurs. Bien sûr qu'elle était reconnaissante de leur gentillesse en l'embauchant. Il ne réalisait pas que les cicatrices étaient à son camouflage. Le détail unique qui la suivait de maison en maison, liant ses identités ensemble. Ses employeurs les voyaient comme des marques d'humilité, d'une vie dure. Mais en vérité, c'étaient des marques de continuité. La preuve que la même ombre se déplaçait silencieusement à travers les foyers de Bordeaux année après année. Mais voici la vérité que personne ne veut affronter. Élisabeth n'opérait pas en isolation. Elle prospérait parce que le système lui-même l'y autorisait. Les hommes qui perdaient leurs épouses dans ces accidents demandaient rarement des enquêtes plus approfondies. Pourquoi? Parce que les accidents les absolvaient de tout soupçon. Un veuf avec de l'argent d'assurance libéré d'un mariage raté n'était pas pressé de contester l'histoire officielle. Les médecins l'appelaient épuisement, hystérie, fragilité. La police haussait les épaules devant une autre chute, une autre fuite, un autre accident.
les compagnies d'assurance payant les réclamations, les considérant comme le coût des affaires. Chaque institution bénéficiait du silence. Elisabeth Moreau n'était pas seulement une meurtrière, elle était un parasite se nourrissant de la corruption d'une société entière. En 1885, quand Marguerite Thibault fut trouvée morte dans son manoir sur l'allée des Pins, le pattern émergeait déjà, mais seulement pour ceux qui voulaient le voir. Une autre épouse fortunée, un autre accident soudain, une autre nouvelle domestique qui disparaissait peu après l'enterrement. Marguerite n'avait que 32 ans, son mariage fragile, sa santé délicate. Elle fut trouvée dans sa chambre, vaincue par des fumées de gaz. Le luminaire au-dessus de son lit avait mal fonctionné pendant la nuit, ou du moins c'est ce que dit le coroner. Elisabeth avait disparu avant même que le corps ne soit enterré, et personne ne demanda pourquoi. C'est la partie qui me glace le plus. Elisabeth ne tuait pas seulement pour l'argent. Oui, des bijoux disparaissaient. Oui, des valuables s'évanouissaient. Mais le vol était un sous-produit, pas le but. Elle tuait pour le contrôle. Pour prouver qu'elle pouvait plier des foyers entiers à son rythme, elle s'insérait comme l'axe du pouvoir. D'abord socialement, puis physiquement, puis fatalement. Ses victimes ne mouraient pas seulement. Elles mouraient en croyant qu'elle était leur gardienne. Elle mourait avec ses mains brossant leurs cheveux, sa voix les apaisant pour dormir. Elle mourait en pensant qu'elle était leur salut. Et c'est une cruauté plus profonde que n'importe quelle arme. Maintenant, posez et regardez le pattern. Isolation, dépendance, manipulation environnementale, l'accident mis en scène et la performance de deuil. Ce n'est pas seulement le profil d'une tueuse, c'est l'architecture du contrôle psychologique. C'est comment opèrent les leaders de culte. C'est comment opèrent les gouvernements. Le voyez-vous déjà? Elisabeth Moreau n'était pas simplement une meurtrière de femmes. Elle était un prototype du pouvoir lui-même. Elle découvrit intuitivement la formule de la domination. Briser les liens, créer la dépendance, contrôler l'environnement puis effacer la victime en se présentant comme son seul sauveur. C'est pourquoi son histoire est une connaissance dangereuse. Parce que quand vous reconnaissez son pattern, vous commencez à le voir partout, dans la façon dont les corporations nous rendent dépendants à la commodité, tout en érodant notre indépendance. Dans la façon dont les institutions nous isolent les uns des autres et nous vendent des remèdes pour la solitude. Dans la façon dont les gouvernements fabriquent des crises seulement pour apparaître comme le sauveteur. Elisabeth Moreau était une domestique, mais dans ses méthodes, elle révéla le squelette du pouvoir qui gouverne encore votre vie aujourd'hui. Et donc, quand vous fixez cette photographie oubliée de 1885, vous ne regardez pas seulement une scène de crime, vous regardez un miroir. Vous regardez le plan original du contrôle, répliqué 1000 fois depuis, caché en pleine vue. Sa main marquée reposant sur la chaise de Béatrice est plus qu'un symbole de possession. C'est un avertissement, que le pouvoir vient toujours déguisé en soin, que la main sur votre épaule pourrait être celle qui prépare à vous pousser dans les escaliers. La descente s'approfondit, et ce qui attend en bas est bien plus sombre que les crimes d'une femme. À l'hiver de 1885, la ville de Bordeaux était déjà hantée, bien que personne n'osât le dire à voix haute. La mort se déplaçait discrètement à travers les manoirs du jardin public, de la rue Sainte-Catherine et de l'allée des Pins. Une série de tragédies, chacune expliquée comme de la malchance ou les dangers de la vie moderne, laissait une traînée d'épouses brisées et de veuves sans deuil. Et toujours, quelque part en arrière-plan, une nouvelle domestique, une étrangère avec des références impeccables, des mains habiles et des yeux qui semblaient remarquer tout. Elisabeth Moreau, bien qu'à ce moment elle ait commencé à expérimenter des alias comme Catherine Leclerc ou Marie Duval, avait perfectionné son rôle. Elle n'entrait pas simplement dans un foyer, elle l'absorbait. Elle apprenait les routines, les vulnérabilités, les failles dans les relations et l'architecture. Elle se déplaçait comme de l'eau dans chaque fissure de faiblesse. Et quand le moment venait, elle frappait avec une élégance qui ne laissait pas d'empreinte, pas de preuves, pas de soupçons. Les journaux de Bordeaux rapportaient les morts comme des curiosités, jamais comme un pattern. En décembre 1885, quand Marguerite Thibault fut trouvée morte dans sa chambre, le titre dans le journal de Bordeaux disait « Tragique malheur dans une maison éminente ». Une jeune épouse fortunée vaincue par des fumées de gaz, sa mort attribuée à l'imprévisibilité de la nouvelle technologie domestique. Mais derrière les portes closes, parmi les femmes de la société bordelaise, les murmures commençaient. Combien d'épouses s'étaient effondrées soudainement, étaient tombées soudainement, ou avaient été trouvées au milieu de la nuit, haletant pour de l'air. Combien de nouvelles domestiques étaient entrées dans les maisons seulement des mois avant que le désastre ne frappe. Voici la connaissance interdite. Certains maris remarquaient, certains suspectaient, mais le silence leur convenait mieux. Quelle était la valeur d'une épouse morte pesée contre le scandale, les paiements d'assurance et la capacité de se remarier sans honte? Ces hommes n'étaient pas complices des crimes d'Élisabeth, mais ils en étaient les bénéficiaires. Et donc ils regardaient ailleurs. Ils s'accrochaient au récit de l'accident comme si c'était le salut. Accuser une domestique signifierait s'accuser eux-mêmes de négligence, de corruption, de complicité.
Mieux valait laisser les morts reposer et les vivants profiter. De 1885 à 1889, Bordeaux vit pas moins de 6 morts d'épouses prominentes, toutes dans des conditions similaires. Chute dans des escaliers polis à une brillance létale, feu démarré par des lampes défectueuses, fuite de gaz dans les chambres, épuisement nerveux menant à un effondrement soudain. Et pourtant, aucun rapport de coroner ne suggérait le meurtre. Les institutions de la ville, la police, les médecins, les assureurs, maintenaient l'illusion de l'ordre. Ils ne voulaient pas de panique. Ils ne voulaient pas de questions qui pourraient défaire la fragile confiance dans la prospérité de Bordeaux. Mais les femmes, celles qui survivaient, celles qui voyaient des amis enterrés, parlaient dans l'ombre. Elle l'appelait la faiseuse de veuf. Elle ne prononçait pas son nom parce qu'elle ne le connaissait pas. Élisabeth était trop intelligente. Elle changeait d'identité, d'accent, d'histoire. Pour certains, elle était une immigrante irlandaise fuyant la misère. Pour d'autres, une servante anglaise avec de l'expérience dans les meilleures maisons de Lyon. Elle était quiconque la famille voulait qu'elle soit. Pourtant, ses mains la trahissaient, ses mains marquées inconfondables, reposant toujours trop familièrement sur une épaule, sur une chaise, sur les poignets fragiles de ses maîtresses. Un récit glaçant a survécu dans le journal d'une femme nommée Claire Dupont, dont la cousine mourut en 1897, après une chute dans un escalier de marbre. Claire écrivit « Elle avait une nouvelle domestique calme mais vigilante, avec d'horribles cicatrices sur la main. Je n'aimais pas la façon dont elle rôdait près de Marguerite, ni la façon dont elle parlait de ses maux comme si elle connaissait le remède mieux que le médecin. Après l'enterrement, la domestique disparut. Personne ne se rappelait son nom mais sa main. Oh, sa main, je ne l'oublierai jamais. Imaginez cela. Les cicatrices devinrent un présage, une signature sans encre gravée dans la chair de sa paume. Les femmes de Bordeaux craignaient la main marquée, comme les villageois craignaient autrefois la marque de la sorcière. Pourtant, la peur ne les protégeait pas parce qu'Élisabeth comprenait quelque chose de plus profond que la peur. Elle comprenait la dépendance. Elle faisait en sorte que ses victimes aient besoin d'elle, lui fassent confiance, s'appuient sur elle. Elle devenait indispensable avant de devenir létale. Et c'est là que l'histoire se tord en quelque chose d'encore plus sombre. Élisabeth ne tuait pas au hasard. Elle taillait l'arbre social de Bordeaux. Regardez de près ses victimes. Elles étaient toutes des épouses d'industriels riches, des hommes dont les fortunes montaient avec la nouvelle prospérité de la ville. Ces femmes étaient souvent plus jeunes, souvent inexpérimentées dans la haute société, souvent submergées par les attentes placées sur elles. Elles étaient des ornements fragiles dans un système brutal, et Élisabeth les enlevait avec une précision chirurgicale. Était-elle simplement une prédatrice se nourrissant d'opportunités? Ou était-elle, à sa manière, une exécutrice, punissant une classe de femmes piégées dans des cages dorées? La voyait-elle comme la main de la justice, corrigeant l'arrogance de l'élite bordelaise? Nous ne pouvons le savoir. Mais ce qui est indéniable, c'est qu'elle choisissait ses cibles délibérément, et elle les choisissait toujours du haut. Jamais les pauvres, jamais la classe ouvrière, seulement les épouses d'hommes qui se pensaient intouchables. En 1889, les murmures de la faiseuse de veuf atteignirent même les oreilles des enquêteurs. Mais voici la corruption. Quand un agent d'assurance osa suggérer que trop de réclamations similaires étaient déposées, toujours impliquant des domestiques nouvellement embauchés, toujours dans des circonstances suspectes, il fut réduit au silence. Son supérieur lui ordonna d'arrêter de faire des connexions sans fondement. Pourquoi? Parce que si le pattern était exposé, cela signifierait reconnaître la négligence de la part des assureurs, de la police et des familles elles-mêmes. Des fortunes entières pourraient s'effondrer sous les poursuites et les scandales. Et donc, le silence continua. C'est ainsi que fonctionnent les institutions. Elles ne cherchent pas la vérité. Elles cherchent la stabilité. Elles enterrent les anomalies. Elles suppriment les connexions. Elles effacent les patterns. Élisabeth Moreau n'était pas invisible. Elle était ignorée. Volontairement, délibérément, institutionnellement ignorée. Et dans ce silence, elle prospérait. Pensez à ce que cela signifie pour vous ici et maintenant. Quand des désastres frappent, quand des tragédies se répètent, quand des patterns émergent à travers le temps et l'espace, combien de fois vous dit-on qu'ils sont des accidents? Combien de fois acceptez-vous cette explication, parce que l'alternative est trop déstabilisante à considérer? Élisabeth Moreau n'était pas simplement une domestique qui tuait. Elle était un miroir reflétant la lâcheté du pouvoir. Et dans ce reflet, nous voyons notre propre époque. Les accidents qu'on nous dit d'accepter, les morts qu'on nous dit naturelles, les silences qui protègent les coupables. Au moment où la Première Guerre mondiale commença en 1914, Élisabeth avait disparu à nouveau, laissant Bordeaux se réinventer ailleurs. Mais sa légende persistait, murmurée aux funérailles, marmonnée dans les salons quand les lampes à gaz vacillaient. On l'appelait la faiseuse de vœux parce qu'elle laissait derrière elle des hommes drapés de deuil et des fortunes qui semblaient grandir après que les cercueils soient descendus dans la terre. Et quelque part dans un coffre oublié ou une archive, il y a toujours une autre photographie.
une autre main reposant un peu trop familièrement sur l'épaule d'une femme, une autre cicatrice qui lie l'histoire ensemble, une autre pièce de preuve cachée en pleine vue, attendant quelqu'un d'assez courageux ou imprudent pour voir le pattern. La descente n'est pas terminée. Elle ne fait que se resserrer. L'année 1889 aurait dû marquer la fin. À ce moment, Bordeaux était déjà jonché de trop d'épouses mortes, trop d'accidents suspects, trop de veufs en deuil qui passaient à autre chose bien trop vite. Mais les prédateurs, comme Élisabeth Moreau, ne disparaissent pas simplement. Ils évoluent, ils muent leur vieille peau et entrent dans de nouveaux déguisements. C'est ce qui les rend immortels, pas dans le corps mais dans la méthode. Pendant 6 ans, de 1889 jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale, Élisabeth sembla disparaître de Bordeaux. La ville respira plus facilement. Les murmures de la faiseuse de veufs s'estompèrent, se transformant en rumeurs à moitié oubliées racontées par des épouses plus âgées aux plus jeunes. « Faites attention à qui vous embauchez », disait-elle en baissant la voix. Certaines domestiques portent la mort avec elles. Mais la peur s'estompait déjà. La mémoire est courte quand la richesse est confortable. L'élite de Bordeaux retournait à ses rituels sociaux, ses banquets, ses photographies soigneusement mises en scène. Ils croyaient que l'ombre était passée. Ils avaient tort. Élisabeth avait simplement appris que les prédateurs prospèrent mieux quand ils se déplacent. Trop d'attention dans une ville, et le pattern commence à se former. Alors elle alla ailleurs, à Lyon, à Marseille, à Toulouse. Chaque ville offrait une nouvelle récolte de familles vulnérables, d'industriels flush de fortune, d'épouses submergées par les obligations, de foyers denses de complexité mécanique. Chaque ville offrait aussi la même corruption. Des institutions désireuses de rejeter les accidents plutôt que d'admettre que quelqu'un les orchestrait. Mais quelque chose dans la méthode d'Élisabeth changea après 1889. Elle devint plus raffinée, plus théâtrale. Elle ne se confinait plus aux fuites de gaz ou aux escaliers. Elle commença à expérimenter avec la nourriture, les médicaments, les prescriptions soigneusement altérées laissées négligemment dans les armoires de chevet, de l'arsenic en petites doses glissées dans des remèdes qu'elle préparait pour les maux de tête de sa maîtresse, de la morphine administrée, sous le prétexte d'aider au sommeil. Elle connaissait juste assez la pharmacie, glaner des manuels de maison et des conversations murmurées avec les médecins pour transformer la médecine en poison. Au moment où le monde se convulsait dans la guerre en 1914, Élisabeth avait opéré sous au moins 3 noms différents, dans 3 villes différentes. Pour certains, elle était irlandaise. Pour d'autres, elle revendiquait une naissance anglaise. Elle modulait son accent avec une précision chirurgicale, ajustant sa parole selon les attentes du foyer. Si son employeur préférait une servante pieuse catholique, elle mettait en avant son rosaire. S'il préférait quelqu'un de séculaire et raffiné, elle se portait avec une retenue protestante. Elle était quiconque ils avaient besoin qu'elle soit, et toujours ses mains la trahissaient. Les cicatrices sur sa paume s'étaient approfondies avec l'âge, durcissant en une carte grotesque de crêtes et de sillons, mais par alors, elle avait appris à transformer même cela en outils. Elle utilisait les cicatrices pour construire des histoires, des contes tragiques de souffrances passées, de difficultés endurées, d'accidents survivus. Ses employeurs la plaignaient. Ils pardonnaient ses excentricités, ses gestes trop familiers, ses moments d'intensité. Ils voyaient dans ses cicatrices la loyauté de quelqu'un testé par le feu. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que ces mêmes cicatrices apparaissaient dans les rapports de police de chaque ville qu'elle traversait. Le fil invisible liant ensemble la chaîne d'accidents qui s'étendait de Bordeaux à Lyon à Toulouse. Et voici la vérité interdite de cette époque. La guerre lui donna une couverture. Alors que l'Europe brûlait et que la France se préparait à son propre entrée dans le conflit, la machinerie de la mort devint normalisée. Les accidents étaient attendus. Les maladies balayaient les foyers avec la grippe et la tuberculose. Les épouses affaiblies par le chagrin ou la malnutrition mouraient, soudainement, et personne ne posait trop de questions. Dans un monde où des millions mouraient outre-mer, qu'était une mort de plus dans un manoir à Marseille? Qu'était une épouse de plus trouvée au bas d'un escalier ou vaincue par des fumées dans sa chambre? La mort était devenue courante. C'était le camouflage parfait. Élisabeth prospéra dans ce climat. Elle n'était plus une ombre se déplaçant dans une seule ville. Elle était un fantôme dérivant le long de la côte atlantique, hantant des familles qui ne connaîtraient jamais son vrai nom. Sa légende grandit, bien que jamais dans les journaux. Elle grandit dans les murmures, les journaux intimes, les rapports confidentiels des ajusteurs d'assurance qui notaient trop de similarités, mais étaient invités à ne pas les poursuivre. Un rapport de 1913, enterré profondément dans les archives d'une firme d'assurance marseillaise, la décrivit clairement. Une domestique d'âge moyen d'apparence irlandaise avec des cicatrices sur la main droite semble avoir été employée par plusieurs familles qui ont par la suite déposé des réclamations pour mort accidentelle. Les connexions restent spéculatives. Spéculative. Ce mot est le bouclier des institutions. C'est comment la vérité est enterrée. Admettre un pattern, c'est admettre la responsabilité. Admettre la responsabilité, c'est perdre des profits.
et donc Élisabeth fut autorisée à continuer de se déplacer. Mais ce qui est le plus troublant dans son évolution pendant cette période n'est pas la méthode de ces tueries, c'est la psychologie derrière elle. À Bordeaux, elle tuait pour contrôler, pour dominer. Mais pendant les années de guerre, il y a des preuves qu'elle tuait pour quelque chose de plus sombre, la validation. Elle voulait sa légende, elle voulait que son pattern soit reconnu, même si seulement en murmure. Pourquoi sinon continuerait-elle à utiliser la même main, les mêmes cicatrices, le même geste révélateur dans les photographies? Pourquoi laisserait-elle des traces juste assez pour rendre les enquêteurs mal à l'aise, mais jamais assez pour condamner? Élisabeth voulait être recordée, elle voulait être crainte, et dans ce désir, elle reflète chaque grand manipulateur de l'histoire. Le pouvoir n'est jamais satisfait du silence, il exige la reconnaissance, même si seulement en rumeur. Les institutions enterrent la vérité, mais le prédateur s'assure que la vérité fuit comme du gaz dans une chambre verrouillée. Assez pour rendre malade, assez pour affaiblir, assez pour vous rappeler que l'ombre est toujours là. En 1917, alors que la guerre se terminait et que la pandémie de grippe ravageait le monde, Élisabeth avait disparu une fois de plus. Des milliers de familles pleuraient des épouses et des mères prises par la maladie, par l'épuisement, par des accidents supposés. Parmi elles, combien étaient vraiment les siennes? Combien de morts n'étaient pas le résultat de la grippe, mais des maladies soigneusement orchestrées par Élisabeth? Nous ne le saurons jamais parce que l'histoire n'enregistre pas ce qu'elle est payée pour oublier, mais cela est indéniable. À la fin de la guerre, son pattern s'était répandu trop loin, trop large pour appartenir à une femme seule. La faiseuse de veufs n'était plus seulement Élisabeth Moreau. Elle était un symbole, une légende, un archétype du contrôle, et les légendes, contrairement aux gens, ne meurent pas. La descente continue, et bientôt vous verrez que le règne d'Élisabeth n'était pas une anomalie du passé. C'était un prélude au système de contrôle sous lesquels nous vivons aujourd'hui. En 1899, Bordeaux paraissait très différente de la ville qu'Élisabeth Moreau avait d'abord hantée. La guerre avait pris fin mais les cicatrices restaient. Des veuves en noir marchant dans des rues autrefois remplies de parades. Des usines transformées en moteurs de production d'armes. Des familles fracturées par la perte. La pandémie de grippe avait empilé mort sur mort jusqu'à ce que le chagrin lui-même devienne banal, attendu, presque main d'âne. C'était l'environnement parfait pour oublier. Les gens ne voulaient pas plus de tragédie, ils voulaient des explications qui leur permettaient d'avancer. Et donc, dans ce monde de silence et de fatigue, l'histoire de la faiseuse de veufs aurait dû être enterrée pour toujours. Mais l'avidité a une façon de ramener les vérités enterrées à la surface. Cela commença avec l'assurance. En 1899, les officiers des réclamations étaient devenus mal à l'aise. Trop de paiements avaient été faits à des hommes qui avaient perdu des épouses dans des circonstances accidentelles. Fuite de gaz, chute, effondrement soudain. Les détails variaient, mais les thèmes étaient assez répétitifs pour que même les employés commencent à murmurer. Un enquêteur, son nom largement oublié, effacé du dossier officiel, remarqua quelque chose que la police avait ignoré pendant près de 2 décennies. Il remarqua les servantes, spécifiquement les servantes embauchées juste avant les tragédies. Les noms n'étaient jamais les mêmes. Catherine Leclerc, Marie Duval, Marguerite Charpentier, mais toujours les descriptions portaient une constante particulière. Une domestique d'âge moyen d'apparence irlandaise ou anglaise, avec des cicatrices gravées profondément sur la main droite, des cicatrices impossibles à confondre, des cicatrices mentionnées encore et encore dans des déclarations déposées des années apart, des villes apart, des foyers apart, 14 fois différentes, 14 morts différentes, 14 témoins différents, tous décrivant la même main, les mêmes cicatrices. L'enquêteur porta ses soupçons à ses supérieurs. Il argua qu'il y avait un pattern, que Bordeaux et Marseille et Lyon avaient été traqués par un seul prédateur pendant près de 2 décennies. Mais ses supérieurs ne le félicitèrent pas. Ils le réduisirent au silence. La vérité était trop dangereuse. Admettre que les compagnies d'assurance avaient payé des réclamations pour des meurtres déguisés en accidents signifiait reconnaître la négligence, ouvrir la porte aux poursuites, défaire des fortunes. Le système était conçu non pour révéler la vérité, mais pour la contenir. Son rapport fut enterré dans les archives, estampillé avec ce mot mortel, spéculatif, et pourtant, des fragments de son travail survécurent. Des notes éparpillées, des mémorandums, des murmures qui circulaient parmi ceux prêts à regarder. Et c'est dans ces fragments que la légende d'Élisabeth Moreau se précisa. Elle n'était plus seulement une rumeur parmi les épouses de Bordeaux, elle devenait un fantôme institutionnel, hantant les registres des assureurs, les journaux intimes privés des détectives, les avertissements chuchotés passés entre socialites. Son nom pouvait changer, mais sa présence était inconfondable. La main marquée était devenue sa carte de visite, plus indélébile que n'importe quelle signature. C'est ici que vous devez poser et voir la vérité plus profonde. Élisabeth Moreau n'était pas simplement une femme tuant pour survivre.
pour la richesse ou même pour le frisson de la domination. Elle était devenue un système, un cycle auto-entretenu de silence et de complicité. Les familles qui perdèrent des épouses mais en bénéficiaient financièrement n'avaient aucun intérêt à questionner. La police, sous-financée et désireuse de clore les cas, estampillait « accident » et passait à autre chose. Les compagnies d'assurance payaient les réclamations, puis enterraient les dossiers pour protéger leurs actionnaires. Tout le monde impliqué profitait d'une façon ou d'une autre du silence. Tout le monde sauf les femmes. Et n'est-ce pas le plan du pouvoir lui-même? Les faibles sont sacrifiés. Les institutions se nourrissent de leur mort. Les coupables sont cachés non parce qu'ils sont invisibles, mais parce que leur exposition effondrerait l'édifice entier de confiance et de profit. Élisabeth prospéra parce qu'elle comprenait cela. Elle savait qu'elle ne luttait pas contre le système. Elle en faisait partie. Elle fournissait des morts opportunes, et en retour le système la protégeait, même inconsciemment. En 1889, la légende de la faiseuse de vœux s'était transformée. Plus seulement un murmure parmi les femmes, c'était devenu une reconnaissance interdite parmi les hommes d'influence. Ils ne le diraient jamais en public, mais derrière les portes closes, dans des salons remplis de fumée et des salles de réunion, ils admettaient la possibilité que certaines femmes n'étaient pas mortes par hasard, que certains accidents avaient été orchestrés. Et pourtant, ils ne faisaient rien. Agir signifierait s'exposer, leur négligence, leur avidité. Mieux valait laisser l'ombre sans nom. Mais la photographie maudite de 1885, refit surface cette année-là, enterrée dans une boîte de documents sans rapport. Elle avait été rangée en lien avec une affaire de fraude à l'assurance, oubliée jusqu'à ce qu'un enquêteur feuillette les pages. La voilà, Jacques Lefebvre, son épouse Béatrice et leur domestique. Le mari droit, l'épouse assise, et derrière elle, Élisabeth Moreau, avec sa main marquée reposant sur la chaise. La photographie figeait la vérité que les mots n'avaient pas pu capturer. Elle révélait ce que les rapports de police, les réclamations d'assurance et les rumeurs murmurées avaient tous indiqué. Regardez-la de près. Les cicatrices sont visibles, profondes et irrégulières. La main repose non comme celle d'une servante devrait, soumise, déférente, mais comme celle d'un propriétaire repose, revendiquant la possession. Cette image, silencieuse pendant 14 ans, parlait plus fort que n'importe quel témoignage. Elle racontait la vérité dans un langage que les institutions ne pouvaient plus nier. Et pourtant, que se passa-t-il ensuite? Rien. Pas de procès, pas d'accusation, pas de poursuite. La photographie fut notée, copiée dans des dossiers, puis rangée à nouveau discrètement. Le système l'absorba, la neutralisa, la supprima parce que la vérité n'était pas destinée à être révélée. Elle était trop déstabilisante, trop accablante. C'est la leçon interdite. Même quand la vérité est indéniable, les institutions l'enterreront. Elles hochent la tête, reconnaissent, puis l'étouffent dans la bureaucratie. Elles ne craignent pas les mensonges. Elles craignent l'exposition. Elles craignent l'effondrement de l'ordre. Et donc Élisabeth Moreau, l'une des tueuses les plus méthodiques et indétectées de son époque, ne fut jamais attrapée, jamais punie, jamais même nommée dans le dossier public. Elle disparut simplement. Mais les légendes ne disparaissent pas. Elles persistent, elles infectent, elles se répliquent. Le pattern qu'elle perfectionna, isolation, dépendance, manipulation environnementale et mort accidentelle, ne mourut pas avec sa disparition. Il devint un modèle pour le pouvoir lui-même, se répétant sous différentes formes, à différentes époques, sous différents déguisements. Regardez autour de vous. Ne voyez-vous pas les mêmes accidents, les mêmes patterns, le même silence? Élisabeth Moreau peut être partie, mais la main reste. La main marquée du contrôle, la main qui prétend consoler même pendant qu'elle prépare la destruction. Et si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous commencez à voir ce que les autres ne pouvaient pas. La descente est presque à mi-chemin, et d'ici les ombres ne feront que s'approfondir. Il y a un moment, si vous prêtez attention, où l'histoire d'Élisabeth Moreau cesse d'être l'histoire d'une femme et devient l'histoire du monde. L'erreur que la plupart des hommes font est de croire que le mal est exceptionnel, que les prédateurs sont rares, des anomalies, des déviations de la règle. Mais la vérité est plus dangereuse. Les prédateurs sont essentiels. Ils sont tissés dans le tissu de chaque système, chaque institution, chaque hiérarchie. Ils ne sont pas des accidents, ils sont des fonctions. Et Élisabeth Moreau en était la preuve. Demandez-vous, comment une domestique avec des cicatrices si distinctives, une histoire si répétitive, pouvait-elle se déplacer de ville en ville pendant près de 20 ans sans être arrêtée? Comment sa main pouvait-elle apparaître dans photographie après photographie, dans témoignage après témoignage? Et pourtant, elle ne fut jamais traînée en cour, jamais punie, jamais même nommée à voix haute dans le discours public. Était-elle simplement si intelligente, si invisible? Non. Elle était tolérée, protégée, non par conspiration mais par utilité. Pensez-y attentivement. Ses victimes étaient toujours des épouses des riches, des femmes fragiles formées pour l'étalage social, mais pas pour la survie. Des femmes submergées par les obligations, les maladies, les attentes. Elles étaient des responsabilités pour leur famille, des fardeaux pour leur mari, des embarras en attente. Leurs morts, tragiques en apparence, simplifiaient les vies.
Les paiements d'assurance effaçaient les dettes. Les vœux se remariaient avec des femmes plus jeunes, plus saines. Le scandale était évité. Et toujours, Elisabeth était là pour fournir l'accident qui expliquait tout. Le voyez-vous? Elle était utile. Elle était la main silencieuse qui exécutait les exécutions que la société ne voudrait jamais admettre vouloir. La police regardait ailleurs, parce que ces crimes maintenaient l'illusion de l'ordre. Les compagnies d'assurance payaient discrètement parce que l'alternative, l'exposition, effondrerait la confiance dans leur système entier. Les hommes l'acceptaient parce qu'elle livrait des tragédies opportunes. Et les femmes, celles qui murmuraient son existence, étaient ignorées parce que les voix des femmes en 1885, 1889, puis 1899, n'avaient aucun poids institutionnel. Elisabeth Moreau prospéra non parce qu'elle surpassait le système, mais parce qu'elle en faisait partie. C'est la connaissance interdite que la plupart des hommes craignent. Le système n'élimine pas les prédateurs. Il les cultive, il les intègre, il les utilise. Et quand leur utilité prend fin, il les enterre dans le silence. Le pattern d'Elisabeth, sa méthode, était indistincte du mode opératoire des institutions elles-mêmes. Pensez-y, isolation. Elle coupait ses victimes de leurs amis et familles, tout comme les institutions isolent les populations avec de la propagande, des régulations, avec le langage, pour votre propre bien. Dépendance. Elle rendait ses victimes dépendantes de ses remèdes, de ses conseils, de sa présence, tout comme les gouvernements fabriquent la dépendance à leurs programmes, tout comme les corporations rendent les populations dépendantes de leurs produits. Manipulation environnementale. Elle manipulait les conduits de gaz de la maison, les escaliers, les médicaments, tout comme les institutions contrôlent l'environnement de la société, l'économie, l'information, le récit. Mort accidentelle. Elle effaçait ses victimes de façon qui ne pouvait jamais être prouvée intentionnelle. Tout comme les systèmes effacent la dissidence, effacent les soulèvements, effacent les individus discrètement, toujours sous le manteau de l'inévitable, Elisabeth Moreau n'inventa pas ces tactiques. Elle les révéla, elle les pratiqua à l'échelle domestique, les mêmes mécaniques du pouvoir qui vous gouvernent encore maintenant. Regardez à nouveau la photographie de 1885. La main marquée sur la chaise de Béatrice n'est pas seulement la marque d'Elisabeth, c'est la main du système lui-même reposant sur votre épaule, prétendant vous stabiliser, se préparant à pousser. C'est pourquoi son histoire est plus qu'un crime. C'est une leçon. Et voici où la descente s'aiguise. Les hommes comme vous, écoutant cela, veulent croire qu'ils sont immunisés, que des prédateurs comme Elisabeth s'attaquent aux faibles, aux fragiles, aux femmes piégées dans leur cage dorée. Mais la vérité est plus brutale. Son pattern vous est appliqué chaque jour. Vous êtes isolé des liens réels, rendus dépendants des produits, manipulés par des environnements conçus pour le contrôle, et effacés un choix à la fois. Votre liberté étouffée sous le déguisement du soin. C'est pourquoi cette connaissance est dangereuse. Une fois que vous reconnaissez le pattern d'Elisabeth, vous commencez à le voir dans tout. L'employeur qui insiste que votre loyauté passe avant votre famille. Le gouvernement qui dit qu'il doit dépouiller vos libertés pour vous protéger. Les corporations qui vous rendent dépendants au confort, puis drainent votre vie en échange de commodités. Le pouvoir déguise toujours sa main comme protection. Le pouvoir prétend toujours que sa manipulation est du soin. Et comme Béatrice Lefebvre, comme Marguerite Thibault, au moment où vous remarquez que l'air est devenu toxique, il est déjà trop tard. Les institutions avaient besoin d'Elisabeth Moreau. Elles ont besoin de prédateurs encore, parce que les prédateurs font le sale boulot qu'elles ne peuvent admettre. Ils enlèvent les responsabilités. Ils maintiennent l'ordre. Ils imposent l'obéissance par la peur ou par la commodité. Et le silence qui protégea Elisabeth en 1885 est le même silence qui les protège. Maintenant, vous commencez à voir la vérité que les autres n'ont jamais osé. Elisabeth n'était pas exceptionnelle. Elle était archétypale. Elle était le masque humain sur un système mécanique. Elle révéla la logique du pouvoir non dans des discours, mais dans la façon discrète dont elle marchait dans les couloirs la nuit, ajustant une lampe, serrant une valve, murmurant du confort à une femme déjà marquée pour la mort. C'est la forme la plus pure de domination. Pas la violence de la lame, mais la tendresse de la main qui caresse vos cheveux tout en complotant votre destruction. Et maintenant, à mi-chemin de cette descente, je vous demande quelque chose qui pourrait vous perturber plus que n'importe quel corps au bas d'un escalier. Voyez-vous le pattern dans votre propre vie? Voyez-vous comment vos dépendances ont été conçues? Comment votre environnement a été conçu pour vous affaiblir? Comment votre isolation a été justifiée comme « pour votre propre bien ». Si vous le voyez, si vous osez l'admettre, alors commentez ces mots maintenant pour verrouiller la vérité. La main marquée repose sur nous tous. La main marquée repose sur nous tous. Écrivez-le 2 fois, gravez-le dans votre esprit. Marquez-vous comme quelqu'un qui voit ce que les autres refusent de voir. Parce qu'une fois que vous voyez la main marquée, vous ne pouvez plus l'ignorer. Et la descente, votre descente, n'a fait que commencer. Il y a un genre particulier de terreur qui s'installe quand le prédateur n'est plus vu, quand il n'y a plus de nouveaux rapports, plus de murmures frais, plus de signes évidents.
les hommes se détendent, les familles retournent à leur routine, les institutions respirent plus facilement. Mais c'est une paix fausse parce que l'absence n'est jamais neutre. Le silence n'est pas la sécurité. Le silence est stratégie. Après 1917, Elisabeth Moreau sembla disparaître entièrement. Pas de nouvelles morts, pas de nouvelles rumeurs, pas de nouvelles mains marquées reposant dans une photographie. Bordeaux, Marseille, Lyon, les villes qu'elle avait hantées, se convainquirent que c'était fini. La guerre avait pris fin. La grippe était passée. L'économie se transformait en une nouvelle ère d'automobiles, de radio et d'électrification. Les gens voulaient oublier, et l'oubli est la plus forte protection que les prédateurs aient jamais reçue. Mais les prédateurs comme Elisabeth ne disparaissent pas simplement. Ils évoluent en mythes. Leurs corps peuvent disparaître, mais leurs méthodes survivent. C'est ce qui rend son histoire si dangereuse. Parce que même si Elisabeth elle-même mourut dans une ville sans nom, enterrée sous un faux nom, son pattern avait déjà échappé à son corps. Il avait infiltré le sol culturel. Sa façon de tuer, sa façon de manipuler, sa façon de faire ressembler la mort à du soin. Cela n'appartenait plus à une femme. Cela appartenait au système. Regardez les années qui suivirent. Les années 1920 explosèrent avec des fortunes soudaines, des excès imprudents et des hiérarchies sociales fragiles. Les familles s'étendirent dans de nouveaux manoirs, remplis de technologies inconnues. Câblages électriques, nettoyants chimiques, automobiles garées dans des garages où le monoxyde de carbone rampait silencieusement dans l'air. Combien des tragiques accidents qui remplissaient les journaux étaient vraiment des accidents? Combien étaient des actes d'élimination discrètes, cachés sous le même manteau qu'Elisabeth avait perfectionné? Nous ne pouvons le savoir parce qu'une fois que le système adopte la méthode d'un prédateur, la méthode devient invisible. Elle ressemble à l'ordre naturel des choses. Le silence autour d'Elisabeth après 1917 n'était pas le silence de la sécurité. C'était le silence de l'assimilation. Son pattern avait été absorbé, copié, distribué à travers les foyers et les institutions alike. Et voici la connaissance interdite. C'est comment le pouvoir survit, non en effaçant les prédateurs, mais en les copiant, en prenant ce qui marchait, en cachant la source, et en le répétant jusqu'à ce que personne ne le questionne. Plus, pensez-y, l'utilisation de l'isolation par Elisabeth devint institutionnalisée dans la façon dont les médecins prescrivaient des cures de repos pour les femmes, les enfermant dans des chambres, les coupant de la société, les convainquant que leur épuisement était une faiblesse au lieu d'une oppression. Sa manipulation de l'environnement se reflétait dans la façon dont les corporations commercialisaient des technologies dangereuses comme des luxes, appareils à gaz, câblages électriques, médicaments vendus sans étiquette d'avertissement. Sa création de dépendance apparaissait dans la publicité elle-même, comme les compagnies vendaient non seulement des produits mais des identités, convainquant les gens qu'ils en avaient de besoin pour survivre. Et sa signature, la mort accidentelle, devint une fonctionnalité permanente du monde moderne, où hommes et femmes alike sont effacés sous le langage de l'inévitable. Elisabeth avait enseigné au système quelque chose de profond. La meilleure façon de détruire une vie est de la faire ressembler à ce que la vie s'est détruite elle-même. Et c'est tout sa légende devient quelque chose de plus que de l'histoire, parce que les légendes n'existent pas dans le passé. Les légendes sont des armes portées en avant. Dans les années 1920, les histoires de la faiseuse de vœux n'étaient plus sur une domestique avec des cicatrices. Elles étaient à des contes moraux murmurés aux filles. Méfiez-vous de la servante qui se rapproche trop. Méfiez-vous de la main qui console trop. Mais la leçon était inversée. La menace était toujours encadrée comme une trahison féminine, le danger des femmes qui sortaient de leur place. La vraie leçon, que les institutions avaient permis à un prédateur, que le silence avait tué plus que les cicatrices, était effacée. Au lieu de cela, Elisabeth devint mythe, et le mythe fut désarmé. La société racontait l'histoire d'une façon qui la faisait une aberration, un monstre, un freak singulier de l'histoire. Et de cette façon, ses méthodes étaient cachées en pleine vue. Parce que si elle était un freak, alors personne n'avait à admettre que ces techniques étaient partout, répétées par des hommes dans des salles de réunion, par des politiciens, par des gouvernements entiers. C'est ce que fait l'oubli. Il transforme les prédateurs en légendes, les légendes en avertissements, les avertissements en distractions, pendant que la vérité, la vraie vérité dangereuse, est enterrée sous des couches de mythes. Et donc, dans les années 1930, Elisabeth Moreau n'était pas souvenue comme une personne. Elle était souvenue comme un murmure, un conte d'avertissement sans corps, sans procès, sans fin. Certains prétendaient qu'elle avait fui au Canada. D'autres juraient qu'elle était morte à Paris de la grippe. Quelques-uns disaient qu'elle vivait sous un nouveau nom, se déplaçant à travers des maisons à Nice ou à Nantes. Personne ne savait. Et cette incertitude était la coupure la plus tranchante de toutes. Parce que si vous ne savez pas si le prédateur est parti, vous vivez pour toujours dans son ombre. Mais peut-être que c'est le point.
Peut-être que la main marquée n'était jamais destinée à être tracée à une femme seule. Peut-être que la main marquée n'est pas celle d'Élisabeth seule, mais la main de chaque système qui vous touche sous le prétexte du soin. Peut-être qu'elle n'était jamais un fric de l'histoire. Peut-être qu'elle était simplement le reflet le plus honnête de celle-ci. Regardez votre propre monde maintenant. Regardez les accidents expliqués, les effondrements blâmés sur la malchance, les morts écrites comme des inévitabilités. Croyez-vous vraiment qu'ils sont tous dus au hasard? Ou voyez-vous Élisabeth, sa main marquée, grotesque, inconfondable, reposant encore sur le dossier de la chaise, prétendant encore vous stabiliser, préparant encore à prendre ce que vous ne réalisez pas que vous êtes sur le point de perdre. Le silence après sa disparition n'était pas sa fin, c'était son triomphe. Parce que le silence est la forme la plus bruyante de contrôle. Le silence est comment les prédateurs sont immortalisés sans être ricordés. Et donc la descente s'approfondit, non dans Élisabeth Moreau seule, mais dans le système qui devint elle. Un système qui murmure encore à votre oreille, qui vous isole encore, qui conçoit encore votre dépendance, qui manipule encore votre environnement, qui vous efface encore sous le langage de l'accident. La faiseuse de veuf n'a jamais disparu. Elle s'est multipliée. Dans les années 1930, Élisabeth Moreau s'était dissoute en rumeurs. Sa main marquée ne hantait plus les rapports de police ou les dossiers d'assurance, mais scintillait à travers des murmures, des avertissements et des histoires à moitié ricordées. Elle était devenue mythe. Et quand un prédateur devient mythe, son pouvoir n'est pas diminué. Il est amplifié, parce que les mythes peuvent être remodelés, adaptés, pliés dans de nouveaux récits. Ils survivent précisément parce que personne ne peut les prouver. Pendant les années de dépression, les histoires de la faiseuse de veuf prirent une nouvelle forme. Les journaux désespérés de vendre du sensationnalisme dans une ère de file d'attente pour le pain et de désespoir publiaient des comptes d'avertissement sur des domestiques dangereuses, des femmes complotant et des accidents mystérieux dans des maisons riches. Les magazines féminins publiaient des fictions en série inspirées par la servante qui tuait. Mais ces histoires tordèrent la vérité. Elles transformaient Élisabeth en caricature de jalousie féminine, un monstre motivé par l'envie de richesse, de beauté et de statut. Le système la recadrait non comme une révélation du silence institutionnel, mais comme un avertissement contre les femmes qui sortaient de leur place. Voyez-vous le truc? En la transformant en fiction, en l'exagérant en fable, la culture émoussait son tranchant. Elle n'était plus un reflet des institutions qui l'avaient habilitée. Elle devenait un bouc émissaire pour les angoisses sur la classe, le genre et le pouvoir. La vraie leçon sur le silence, la complicité et les accidents conçus était enterrée sous du mélodrame. Pourtant, même pendant que sa légende était domestiquée, ses méthodes s'infiltraient vers l'extérieur dans le sang de la société. Les années 1930 étaient une ère de manipulation de masse. Les gouvernements mondiaux étudiaient comment contrôler les populations, comme Élisabeth contrôlait ses victimes. Isolation, dépendance, manipulation environnementale, accidents encadrés comme inévitabilité. Son pattern se reflétait à l'échelle globale. Regardez l'Allemagne, l'Italie, l'Union soviétique. Des nations entières étaient coupées des voies externes, isolées dans une propagande soigneusement fabriquée. Les citoyens devenaient dépendants des programmes d'État pour survivre. Tout comme les victimes d'Élisabeth devenaient dépendantes de ses remèdes, les environnements, usines, écoles, villes entières, étaient conçus pour l'obéissance. Et les morts, des millions, expliqués comme des accidents de l'histoire, des sacrifices nécessaires, des inévitabilités. Même en France, les méthodes prirent racine. Pendant la dépression, les corporations et les agences gouvernementales perfectionnèrent l'art de vendre la dépendance. Les familles comptaient sur des rations, des chèques de secours, des programmes conçus non pour empower mais pour contrôler. Les journaux blâmèrent le malheur sur la malchance plutôt que sur la corruption structurelle, tout comme les victimes d'Élisabeth étaient dites que leur épuisement était une faiblesse personnelle. Des populations entières étaient dites que leur pauvreté était leur propre faute. Le même pattern agrandit, et puis vint la guerre. La Seconde Guerre mondiale fut la scène globale où le fantôme d'Élisabeth trouva son reflet le plus vrai. Les gouvernements apprirent à contrôler non seulement les foyers, mais les nations à travers les mêmes étapes qu'elle avait perfectionnées des décennies plus tôt. Isolation, exercice d'occultation, censure secret, dépendance, carte de rationnement, fournitures émises par l'État, propagande exhortant la loyauté au gouvernement comme seul sauveur, manipulation environnementale, industries entières redirigées en machines de guerre, villes construites autour d'usines de mort, et les morts elles-mêmes, des millions, expliqués comme des accidents de guerre, comme des dommages collatéraux, comme des inévitabilités que personne ne pouvait résister. Est-ce une coïncidence que la légende d'Élisabeth surgit à nouveau pendant ces années? La propagande de guerre raviva l'histoire de femmes traîtresses, d'espionnes déguisées en servantes, d'infirmières qui empoisonnaient, de secrétaires qui trahissaient. Le mythe de la faiseuse de veuf fut absorbé dans la machine de guerre elle-même, remodelé pour avertir les hommes contre une confiance mal placée, contre l'intimité avec la mauvaise femme.
Ils utilisaient sa légende non pour exposer la corruption institutionnelle, mais pour alimenter la paranoïa. Ils prirent la main marquée et en firent une affiche, mais sous la propagande, la vraie vérité persistait. Les méthodes d'Élisabeth étaient devenues indistinguables de la façon dont opéraient les institutions. Elle avait été l'une des premières à weaponiser le foyer comme site de contrôle. Les gouvernements et les corporations avaient simplement agrandi ces techniques à des populations entières. Et voici où la descente resserre sa prise. Demandez-vous, combien des soi-disant accidents des années 1930 et 40 étaient vraiment accidentels? Combien de morts dans des usines, des mines et des fronts de guerre étaient conçus à travers la négligence déguisée en destin? Quand une usine de munitions explosait, quand un navire coulait, quand un convoi disparaissait, n'était-ce pas juste des versions plus grandes de la chute de Béatrice Lefebvre dans l'escalier? Des effaceurs opportuns, des tragédies profitables, et toujours expliquées comme des inévitabilités. Élisabeth avait montré le plan. Une mort n'est suspecte que si quelqu'un choisit de la voir, et les institutions sont conçues pour ne pas voir. Au moment où la guerre se termina en 1945, sa légende était fermement logée dans la mémoire culturelle, bien que floue, déformée et repurposée. Pour certains, elle était l'archétype de la servante dangereuse. Pour d'autres, une histoire de fantôme au coin du feu. Pour quelques-uns, le symbole de la rébellion féminine contre l'autorité masculine. Mais presque personne ne parlait de la vraie leçon, qu'elle avait été un miroir du système lui-même, un prototype à petite échelle des manipulations qui gouvernaient maintenant des nations entières. Et voici l'horreur que la plupart des hommes ne peuvent supporter. Quand la guerre se termina et que des millions demandèrent comment de telles atrocités avaient pu être permises, la réponse était la même qu'à Bordeaux en 1885. Silence, complicité, institutions choisissant la commodité sur la vérité. Tout comme Jacques Lefebvre avait choisi de ne pas questionner, tout comme la police avait choisi de ranger les rapports, tout comme les assureurs avaient choisi d'enterrer leurs découvertes, le pattern n'avait jamais changé. Il avait simplement grandi, plus large, plus profond. Élisabeth Moreau peut avoir disparu encore, mais dans les années 1940, son fantôme avait conquis le monde. La main marquée reposait non seulement sur l'épaule d'une femme, mais sur le globe lui-même. Et si vous pensez que cette main est partie maintenant, si vous pensez que sa légende est morte avec ses décennies, alors vous n'avez pas encore compris la descente sur laquelle vous êtes. Parce que la main marquée ne part jamais. Elle ne change que de gants. Quand la guerre se termina en 1945, le monde se promit la paix. Les usines reconverties à la production domestique, les soldats rentrèrent chez eux, et les gouvernements promirent une nouvelle ère de prospérité. Le mot qui définissait les années 1950 était stabilité. Les familles fuyaient les villes pour les banlieues. Des rangées de maisons identiques, poussant comme des cultures à travers le paysage français. Appareils brillants, nouvelles voitures, postes de télévision luisants dans les salons. C'était commercialisé comme Utopia, mais sous les couleurs pastel et les publicités souriantes, la main marquée était encore là. Élisabeth Moreau était partie, peut-être enterrée sous un faux nom dans une ville oubliée, mais ses méthodes vivaient, déguisées maintenant comme l'architecture de la vie banlieusarde. Pensez-y, qu'était la banlieue si ce n'était la perfection parfaite de son pattern? Isolation. En ville, les familles vivaient autrefois ensemble dans des immeubles bondés, des quartiers liés par la culture, la religion et la classe. Dans les banlieues, les familles étaient découpées, des maisons détachées séparées par des clôtures blanches, des impasses conçues pour la privacité. Les voisins saluaient poliment, mais la vraie communauté se dissolvait. Chaque famille vivait dans sa propre bulle, isolée tout comme Élisabeth isolait autrefois ses victimes des amis et de la société. Dépendance. La promesse de prospérité banlieusarde était construite sur des hypothèques, du crédit et une dette de consommation infinie. Les familles devenaient dépendantes non d'une domestique, mais des corporations et des banques. La nouvelle machine à laver, la nouvelle voiture, le nouveau réfrigérateur, ceux-ci étaient commercialisés comme symboles de liberté, mais ils enchaînaient les foyers à des paiements infinis, à la dépendance au système. Tout comme les victimes d'Élisabeth dépendaient autrefois de ses toniques et remèdes. Les familles banlieusardes dépendaient de produits vendus comme salut. Manipulation environnementale. Élisabeth maîtrisait autrefois les systèmes cachés des conduits de gaz et des escaliers. La banlieue perfectionna la même illusion. Derrière les extérieurs brillants, les maisons étaient criblées de dangers. Amiante dans les murs, plomb dans les pipes. Produits chimiques toxiques dans les nettoyants ménagers commercialisés comme miracle moderne. Les familles étaient empoisonnées lentement dans les espaces mêmes qu'elles pensaient sûrs. L'environnement lui-même était tourné contre elles, tout comme Élisabeth l'avait fait avec des fuites de gaz dans les chambres et des escaliers soigneusement polis, l'illusion de l'accident. Élisabeth faisait ressembler ces tueries à des inévitabilités tragiques. La banlieue faisait de même à plus grande échelle. Taux de cancer montant de l'exposition à l'amiante, enfants empoisonnés par la peinture au plomb, familles rendues malades par des pesticides pulvérisés sur leur pelouse verte parfaite,
tout expliqué comme des accidents de progrès. Tout comme la mort de Béatrice Lefebvre fut rejetée comme un mishap domestique, des millions de morts banlieusardes étaient écrites comme le prix de la modernité. Le voyez-vous maintenant? Elisabeth Moreau n'était pas une occurrence freak de 1885. Elle était une preview, une répétition. Ses méthodes devinrent le plan pour le milieu du siècle lui-même. Et voici où l'horreur s'approfondit. Les années 1950 et 60 vendirent ce système de retour aux gens comme bonheur. La publicité devint la nouvelle domestique, murmurant du confort tout en empoisonnant la famille. Chaque page de magazine brillante promettait soulagement, commodité, salut, si seulement vous achetiez le bon produit. Mais comme les remèdes d'Elisabeth, le cure était le poison. Le tonique était la dépendance. Le confort était le contrôle. La télévision amplifia le sort. Les publicités montraient des épouses parfaites souriant pendant qu'elles frottaient avec des nettoyants toxiques, des maris parfaits tondant des pelouses traitées chimiquement, des enfants parfaits mangeant des céréales sucrées chargées de colorants. Derrière les sourires était l'érosion lente, de la santé, de l'indépendance, de la vérité. Et chaque fois qu'une famille s'effondrait sous le poids de la dette, de la maladie ou du désespoir, c'était encadré comme un échec personnel, jamais comme un design systémique. Tout comme Elisabeth faisait autrefois croire à ses victimes que leur faiblesse était leur propre faute, la machine banlieusarde faisait croire aux familles que leur effondrement était un défaut individuel, pas une inévitable conçue. Et encore, la légende de la faiseuse de veuf persistait. Pas dans les dossiers officiels, pas dans les journaux, mais dans les murmures de la culture. Les années 1950 naquirent une explosion de films d'horreur et de romans criminels, mettant en scène des femmes sinistres, des gouvernantes traîtresses et des femmes fatales. Le fantôme d'Elisabeth avait été absorbé à Hollywood, ses cicatrices cachées sous du rouge à lèvres et des perles, mais le message restait. Craignez la femme qui entre dans votre maison, craignez la servante qui en sait trop. Craignez la main féminine qui caresse pendant qu'elle tue. Une fois de plus, le système tordit son histoire. Au lieu d'exposer les institutions qui l'avaient habilité, il la recastait comme une menace personnelle, un monstre de trahison domestique. Cela n'était pas accidentel, c'était une ingénierie culturelle délibérée. Si l'histoire vraie d'Elisabeth avait été racontée, si la société avait admis qu'une femme pouvait manipuler les structures mêmes du pouvoir pour tuer sous la protection du système, cela aurait exposé la fragilité des institutions elles-mêmes. Au lieu de cela, elle fut mythologisée, déformée, désarmée, une histoire pour divertir, pas pour éveiller. Mais pendant que la culture se distrayait avec des caricatures, ses méthodes métastasèrent. Dans les années 1960, les gouvernements étudiaient ouvertement la manipulation psychologique. Les expériences de prédiction, cloaked en secret, testaient l'isolation, la dépendance, le contrôle environnemental et les accidents chimiques sur des sujets humains. Les mêmes étapes qu'Elisabeth avait perfectionnées dans le salon du manoir Lefebvre étaient maintenant agrandies dans des laboratoires, des hôpitaux et des programmes militaires. Elisabeth Moreau peut ne jamais avoir connu le mot « SCOPS », mais elle le pratiqua des décennies avant que le terme n'existe. Elle ne tuait pas simplement des femmes. Elle révélait les leviers cachés de l'esprit et les institutions prirent des notes soigneuses. Donc, quand vous regardez ces photographies en noir et blanc de familles banlieusardes souriantes, rappelez-vous la photographie de 1885 de Béatrice Lefebvre. Les postures sont différentes, les modes changés, mais la main cachée est la même. La main marquée reposant sur le dossier de la chaise, invisible mais toujours présente, promettant du confort tout en complotant l'effacement. Et c'est pourquoi son histoire est une connaissance dangereuse, parce qu'elle révèle que le XXe siècle lui-même n'était pas construit sur la liberté, mais sur ses méthodes, sur l'élimination discrète, sur des accidents profitables, sur la manipulation déguisée en soins. Elisabeth Moreau peut ne pas avoir vécu pour voir les banlieues, mais les banlieues étaient son vrai monument. Son héritage, son fantôme, souriant de chaque publicité, murmurant de chaque écran de télévision, tissé dans le tissu de la vie moderne. Et vous, assis ici maintenant, vivez dans la maison qu'elle a construite. Dans les années 1960, le rêve français craquait. Les banlieues, autrefois vendues comme paradis, étaient devenues des cages. Les clôtures blanches qui promettaient la sécurité ressemblaient plus à des murs. La télévision diffusait la conformité dans chaque salon, mais les enfants de la génération d'après-guerre ne l'achetaient pas. Ils se rebellaient contre leurs parents, contre le gouvernement, contre la machine. La contre-culture explosait en tie-dye, musique rock, protestation, commune, expérience psychédélique. Cela semblait en surface comme la première vraie évasion de la main marquée du contrôle. Mais regardez de plus près, chaque rébellion était déjà contenue, chaque mouvement déjà infiltré. Le système avait appris d'Elisabeth Moreau, il connaissait la formule. Isolation, dépendance, environnement, accident. La main marquée ne combattait pas la rébellion, elle la modelait, prenait la montée du LSD et des psychédéliques. En surface, ces drogues étaient des outils de libération,
d'expansion de l'esprit, de liberté de la conformité. Mais derrière le rideau, des agences d'intelligence les testaient, dirigeaient leur propagation, étudiaient leurs effets sur la psychologie de masse. Ce qui était commercialisé comme liberté était, dans beaucoup de cas, un chaos contrôlé. Une valve de relâchement conçue. La contre-culture croyait qu'elle échappait au système, mais elle ne faisait que s'enfoncer plus profondément dans des dépendances conçues par les mêmes institutions qu'elle pensait opposer. Le fantôme d'Elisabeth était là dans chaque capsule et tablette. La gardienne offrant du soulagement, tout en affaiblissant lentement sa victime. Ou considérer les communes, des expériences de vie alternatives. De jeunes hommes et femmes s'isolèrent de la société mainstream, coupant les liens avec les familles et les institutions. En surface, c'était une résistance à la conformité, mais l'isolation est la première étape du plan d'Elisabeth. Une fois coupées, les communes devenaient mûres pour la manipulation par des leaders charismatiques, par la surveillance gouvernementale, par la faim et la rareté. La dépendance suit toujours l'isolation. Les communes dépendaient de dons, de leaders instables, de structures fragiles. Et quand elles s'effondraient, quand des accidents, des overdoses et de la violence frappaient, le système souriait. Un autre échec inévitable. Une autre rébellion neutralisée sans jamais être ouvertement écrasée. Même les mouvements des droits civils et anti-guerre, justes dans leur cause, faisaient face à la même manipulation. Les leaders étaient isolés, diffamés, infiltrés. Les communautés fracturées. La dépendance était créée sur des sources de financement, des récits médiatiques, des figures charismatiques. Les environnements étaient modelés, les protestations mises en scène dans des espaces conçus pour la confrontation, l'escalade, le chaos. Et quand des morts survenaient, des étudiants tués, des activistes mystérieusement tués dans des accidents de voiture ou des incendies, ils étaient écrits comme des accidents de l'histoire. Une fois de plus, le pattern d'Elisabeth se jouait sur la scène d'une nation entière. Le voyez-vous, ce n'était jamais sur l'élimination de la rébellion. C'était sur l'ingénierie, la contenant, la canalisant dans des résultats prévisibles. Elisabeth Moreau avait autrefois étudié les conduits de gaz et les escaliers d'un manoir, apprenant comment faire ressembler la mort à un accident. Dans les années 1960, les gouvernements étudiaient les mouvements de la même façon, apprenant comment incliner l'environnement, comment plier le récit, comment faire ressembler l'effondrement à la conséquence naturelle de la rébellion elle-même. Et la culture absorba sa légende une fois de plus, la remodelant pour refléter les angoisses du temps. Les films des années 1960 et 70 remplissaient les écrans de femmes fatales, de sorcières et de femmes dangereuses. De Rosemary's Baby à Attraction fatale une décennie plus tard, la main marquée était recastée dans de nouveaux déguisements. La femme séductrice, la mère déceptive, l'épouse instable. La méthode d'Elisabeth, la manipulation à travers l'intimité, le contrôle déguisé en soins, avait été greffé sur des archétypes culturels. Mais à nouveau, la vérité plus profonde était enterrée. Au lieu de révéler la complicité institutionnelle, sa légende était tordue en peur des femmes elles-mêmes, peur de l'agence féminine, peur du pouvoir féminin. Le bouc émissaire répétait pendant que le système restait intouché. Pendant ce temps, la machine de consommation qui avait colonisé les banlieues dans les années 1950 apprit à weaponiser la rébellion elle-même. Les corporations vendirent la liberté de retour aux mêmes gens qui la demandaient. Les jeans bleus, autrefois symboles de grit ouvrier, devinrent des uniformes de rébellion produits en masse. La musique rock née dans des sous-sols et des bars fut emballée, commercialisée et vendue sur vinyle par millions. Même les slogans anti-guerre étaient imprimés sur des t-shirts et monétisés. La main marquée avait passé du salon au marché. Elle ne polissait plus seulement des escaliers pour créer des accidents, elle polissait la rébellion elle-même jusqu'à ce qu'elle brille comme un produit sur l'étagère. Elisabeth aurait souri à l'élégance de cela. Son génie n'était jamais la force brute. C'était toujours la subtilité, la dépendance déguisée en médecine, le contrôle déguisé en soins. Et dans les années 1960, le système apprit à déguiser le contrôle en rébellion. Donner aux gens l'illusion du choix, de la liberté, du soulèvement, tout en dirigeant le résultat pour que rien de fondamental ne change. Au moment où la fumée se dissipe, le système émerge plus fort, intouché, renforcé par les mêmes gens qui pensaient l'avoir résisté. C'est la forme la plus dangereuse de pouvoir. Non écraser l'opposition, mais la fabriquer, la modeler, en profiter. Elisabeth le comprenait au niveau des foyers. Les années 1960 prouvèrent que les gouvernements et les corporations le comprenaient au niveau des nations. Et quand la décennie se termina, que restait-il? Une traînée de mouvements brisés, de leaders assassinés ou discrédités, de communautés effondrées, de rébellions commodifiées en mode. La contre-culture fut digérée par la machine même qu'elle essayait de détruire. Tout comme chaque victime d'Elisabeth était morte en croyant qu'elle était leur gardienne, les rebelles des années 1960 furent enterrés sous la croyance que leurs échecs étaient à leur propre faute, pas le résultat d'un containment conçu. La main marquée n'avait pas disparu.
Elle avait simplement échangé son tablier contre un costume, ses fixtures de gaz contre des réseaux médiatiques, ses remèdes murmurés contre des campagnes publicitaires. Elle reposait encore sur le dossier de la société, stabilisant, consolant et attendant le moment de l'effondrement. Et vous devez vous demander combien des effondrements que nous appelons inévitables, la mort des mouvements, le silence des voix, l'échec de la résistance, sont vraiment des accidents? Et combien sont conçus, répétés, conçus des décennies plus tôt dans le salon d'un manoir à Bordeaux? Parce que voici la connaissance interdite. Le monde que vous héritez n'est pas le monde de liberté promis dans les livres d'histoire. C'est le monde qu'Elisabeth Moreau a construit avec sa main marquée. Et la descente, mon ami, est encore loin d'être terminée. Dans les années 1980, le monde avait changé de masque à nouveau. L'optimisme du boom d'après-guerre était parti, et les rébellions des années 1960 avaient été absorbées, monétisées et neutralisées. Une nouvelle idéologie balaya le globe. Efficacité, marché, mondialisation. Le pouvoir n'avait plus besoin de se cacher dans des salons ou de murmurer dans des cuisines. Il paradait dans des salles de réunion, se diffusait à la télévision et se couvrait dans le langage du progrès. Mais sous la surface, rien n'avait changé. Le plan de la main marquée d'Elisabeth Moreau était vivant et prospère, seulement maintenant étendu des foyers et mouvements à des nations entières. Les années 1980 vendèrent la liberté sous forme de consommation. La main marquée glissait dans des gants corporatifs et commençait à manipuler à des échelles qu'Elisabeth n'aurait jamais pu rêver, mais la méthode restait la même, isolation. Tout comme Elisabeth séparait autrefois ses maîtresses de leurs amis et confidents, les corporations globales commencèrent à isoler les individus de communautés réelles. Liens traditionnels, quartiers, familles étendues, commerces locaux étaient brisés par l'expansion banlieusarde tentaculaire, les longs trajets et la montée des médias de masse. Les gens ne connaissaient plus leurs voisins. Au lieu de cela, ils connaissaient des marques. Au lieu de se rassembler sur des places publiques, ils se rassemblaient devant des écrans luisants. La population était isolée. Chaque foyer scellé. Chaque personne un atome orbitant autour de l'attraction gravitationnelle des corporations. Dépendance. Les victimes d'Elisabeth dépendaient de ses toniques, de ses conseils, de sa main sur leur épaule. Dans les années 1980, la dépendance était réécrite comme culture de consommation. Les gens devenaient dépendants des corporations pour tout. Nourriture expédiée à travers les océans, vêtements fabriqués dans des ateliers de misère qu'ils ne verraient jamais, médicaments poussés par des géants pharmaceutiques. Les chaînes d'approvisionnement étaient invisibles, comme les pipes de gaz qu'Elisabeth étudiait autrefois. Pourtant, chaque foyer en dépendait pour survivre. Et comme ces remèdes, ces produits portaient des poisons cachés, nourriture transformée, conçue pour l'addiction, médicaments vendus pour le profit plutôt que la santé, système financier conçu pour asservir par la dette, manipulation environnementale. Elisabeth desserrait autrefois des fixtures de gaz, polissait des escaliers, créait des dangers invisibles dans la maison. Les corporations des années 1980 et 90 manipulaient des environnements à l'échelle planétaire. Usines crachant des poisons dans l'air, rivières contaminées par des chimiques, écosystèmes entiers déstabilisés, mais toujours expliqués comme le coût inévitable du progrès. Tout comme la mort de Béatrice Lefebvre fut rejetée comme une chute tragique. Des millions d'enfants empoisonnés, des communautés entières ravagées par la pollution, étaient rejetés comme des effets secondaires malheureux de l'industrie moderne. Accidents comme inévitabilité, Elisabeth tuait en mettant en scène des accidents, les corporations et gouvernements perfectionnaient cela à plus grande échelle. Effondrements économiques encadrés comme force de marché, famine encadrée comme acte de Dieu, populations entières déplacées par des guerres déclenchées pour le profit, encadrées comme conséquences imprévues. Le système avait appris la leçon la plus importante de toutes. Si vous contrôlez le récit, aucun crime n'est un crime. Tout est un accident, tout est le destin. C'est pourquoi le fantôme d'Elisabeth appartient autant à la bourse qu'à Bordeaux. La main marquée poussait maintenant des boutons sur des échanges boursiers, rédigeait des accords commerciaux, manipulait des devises. Et chaque fois qu'une population souffrait, chaque fois que des vies étaient effacées, sous la bannière du progrès, les institutions répondaient avec le même haussement d'épaule que la police bordelaise donna en 1885. Tragique, inévitable, passer à autre chose. Mais voici la vérité qu'ils ne vous diront jamais. Rien n'était accidentel. Pas alors, pas maintenant. Pensez aux accidents économiques des années 1980-90. Crash boursier qui effaçait les économies de millions. Hyperinflation qui laissait des nations entières affamées. Crises de dette en Afrique, Asie, Amérique latine. Étaient-ce vraiment des accidents? Ou étaient-ils conçus, tout comme Elisabeth concevait les accidents de fuite de gaz et de chute d'escalier, pour transférer le pouvoir des faibles aux forts, pour faire disparaître certaines vies pendant que d'autres grandissaient, plus riches dans leur absence? Elisabeth tuait une femme à la fois. Les corporations des années 1980 tuaient des pays entiers de la même façon, discrètement, opportunément, profitablement,
est toujours expliquée comme destin. Même la surveillance, la nouvelle frontière de la fin du XXe siècle, portait son ombre. L'arme la plus grande d'Élisabeth avait toujours été l'attention, sa capacité à observer inaperçue, à mémoriser des détails, à apprendre les rythmes secrets du foyer. Dans les années 1980-90, cette compétence fut industrialisée. Caméras, bases de données, scores de crédit, agences d'intelligence traçant chaque appel téléphonique et achat. La société elle-même devint un foyer sous surveillance constante. Et tout comme Élisabeth utilisait sa connaissance pour contrôler, ainsi faisaient les gouvernements et corporations. Ils n'avaient pas besoin d'attaquer directement. Ils avaient seulement besoin d'ajuster les valves, polir les escaliers, altérer l'environnement si subtilement que vous ne remarqueriez jamais jusqu'à ce que vous tombiez déjà. La main marquée avait grandi, mais elle n'avait pas changé. Elle reposait encore sur votre épaule, murmurant du confort tout en complotant l'effondrement. Et voici la leçon interdite. Les gens aiment croire que la montée des corporations, de la mondialisation, de la surveillance était du progrès. Mais c'était seulement du raffinement. La méthode d'Élisabeth avait été agrandie à la perfection. L'isolation de l'individu, la dépendance à des systèmes externes, la manipulation d'environnements invisibles, l'effacement de vie à travers des accidents qui ne pouvaient jamais être blâmés sur quiconque. C'était le même plan maintenant dirigeant le monde entier. Et si vous pensez que c'est une coïncidence, considérez cela. Dans les années 1990, même son mythe avait été réabsorbé à nouveau. Drame criminel à la télévision, roman sur les listes de best-sellers, films en salle recyclèrent son archétype. La femme astucieuse, la gardienne déceptive, la servante dangereuse dont les crimes ne pouvaient jamais tout à fait être prouvés. Le public consommait son histoire comme divertissement, ne réalisant jamais qu'ils regardaient une métaphore de leur propre vie. Ils riaient de la femme fatale, frissonnaient à la veuve noire, plaignaient la servante jalouse, pendant que leur propre futur était démantelé discrètement par la même main marquée, déguisée maintenant comme les doigts invisibles du marché. Élisabeth Moreau ne fut jamais attrapée parce qu'il n'y avait rien à attraper. À la fin du XXe siècle, elle était devenue le système lui-même. Et quand un prédateur devient le système, la chasse est terminée. Il n'y a personne à accuser. Il n'y a que le silence. La descente continue, et l'étape suivante révélera à quel point la main marquée s'est enterrée profondément au XXIe siècle, quand elle ne concevait plus seulement des morts d'individus ou de nations, mais commençait à concevoir les identités mêmes des gens eux-mêmes. L'année 2000 était censée ressembler à une aube, un siècle frais, un nouveau millénaire, la promesse de la technologie pour unir et libérer l'humanité. L'Internet, écran luisant, communication sans fil, tout cela était vendu comme liberté, comme empowerment, comme connexion. Mais sous le verre et le plastique, la main marquée attendait déjà. Élisabeth Moreau était partie en chair, mais ses méthodes avaient non seulement survécu, elles avaient été tissées dans l'ADN du monde digital lui-même. Elle n'avait plus besoin de glisser dans des maisons par la porte des serviteurs. La porte était déjà ouverte parce que nous l'invitions. Nous l'installions dans nos poches, sur nos bureaux, dans les rectangles luisants que nous fixons chaque heure éveillée. Et avec cela, la main marquée atteignit enfin ce qu'elle avait toujours désiré, l'intimité totale. Regardez à nouveau son pattern, celui qu'elle perfectionna dans le salon du manoir Lefebvre, maintenant agrandi dans le circuit du XXIe siècle. Isolation. Élisabeth séparait autrefois les épouses de leur famille, murmurant qu'elles avaient besoin de repos, que les visiteurs les drainaient. L'Internet promettait de nous connecter. Pourtant, il nous isole plus complètement que quoi que ce soit avant. Les familles s'asseyent ensemble en silence, chacune absorbée dans son propre écran. Les communautés se fracturent en chambres d'écho. Les amis sont réduits à des avatars. Le contact humain se dissout en images curatées et textes. Vous êtes entouré de millions. Pourtant, vous n'avez jamais été plus seul. La première étape de son pattern est complète. Dépendance. Les victimes d'Élisabeth comptaient sur ses remèdes, ses conseils, sa main sur leur épaule. Aujourd'hui, la dépendance est le système d'exploitation de l'Internet. Notifications, hits de dopamine, likes, partages, abonnements. L'architecture est conçue pour vous faire en avoir envie, pour vous en faire besoin. Votre identité, votre statut social, même votre sentiment de valeur propre devient lié à un feed lumineux que vous ne pouvez contrôler. Dépendance déguisée en liberté, tout comme Élisabeth déguisait autrefois le poison en médecine. Manipulation environnementale. Élisabeth étudiait autrefois des pipes de gaz et des escaliers, apprenant comment faire de la maison elle-même son arme. Maintenant, l'environnement est digital. Algorithme curate ce que vous voyez, modèle votre perception de la réalité, décide quelle information vous atteint. Votre environnement n'est plus neutre. Il est conçu pour diriger vos pensées, vos émotions, vos choix. Chaque scroll, chaque pub, chaque vidéo suggérée est l'équivalent digital d'Élisabeth ajustant la lampe dans la chambre de Béatrice, inclinant l'air jusqu'à ce qu'il soit juste assez toxique pour vous désorienter, vous affaiblir, vous préparer. L'illusion de l'accident. Élisabeth tuait en créant des accidents.
une chute dans les escaliers, une fuite de gaz, un effondrement tragique. Aujourd'hui, des populations entières sont manipulées et effacées sous le même principe. Élections s'effondrent, économie se déstabilise, crise de santé mentale monte en flèche, et l'explication est toujours accident. Les compagnies de médias sociaux haussent les épaules, les gouvernements l'appellent les effets secondaires du progrès. Mais rien n'est accidentel. Chaque effondrement est le résultat d'algorithmes conçus pour le contrôle. Chaque tragédie est conçue mais encadrée comme destin. La main marquée n'a jamais été plus forte. Le voyez-vous maintenant? Elisabeth Moreau n'était jamais une histoire sur une domestique avec des cicatrices. Elle était une prophétie, un modèle. Son pattern de contrôle autrefois murmuré dans des salons éclairés à la bougie est maintenant le squelette de l'âge digital. Elle n'a pas seulement survécu au XXIe siècle, elle est devenue le XXIe siècle. Et voici la connaissance la plus dangereuse. La main marquée n'est plus en dehors de vous, elle est en dedans de vous. Elle s'est enfoncée dans votre esprit, vos habitudes, vos dépendances. Chaque fois que vous atteignez votre téléphone, chaque fois que vous scrollez sans penser, chaque fois que vous cliquez le bouton que l'algorithme place devant vous, vous réenactez la même confiance que Béatrice Lefebvre donnait à Elisabeth Moreau quand elle buvait ses toniques, quand elle lui permettait d'ajuster la lampe près de son lit. La même intimité, la même trahison. Ce qui rend cela encore plus sombre est l'invisibilité du prédateur. En 1885, au moins Elisabeth avait un visage, un corps, une main marquée capturée dans une photographie. Aujourd'hui, il n'y a pas de visage. Le prédateur est le système lui-même. Les algorithmes ne saignent pas. Les corporations ne vont pas en prison. Les gouvernements ne confessent pas. Il n'y a pas de main unique à couper, parce que la main marquée est devenue chaque main partout, modelant vos choix tout en prétendant se soucier de vous. Et pourtant, le mythe d'Elisabeth survit, déformé une fois de plus pour vous distraire. Choses criminelles, podcast, film recyclant encore l'archétype de la femme astucieuse, la gardienne déceptive, la servante dangereuse. La légende est traitée pour le divertissement, pour la distraction, pendant que sa vraie leçon, que le système lui-même est le tueur, reste enterrée, tout comme elle l'était en 1885, tout comme elle l'était en 1899, tout comme elle l'était à chaque décennie depuis. Voici la vérité interdite. L'Internet lui-même est la faiseuse de veuves parfaites. Il vous console, vous divertit, vous nourrit, prétend même se soucier de votre épuisement. Et pendant tout ce temps, il érode votre indépendance, vous isole de la réalité, manipule votre environnement et vous prépare à l'effondrement. Et quand vous brisez, quand la dépression vous consume, quand l'anxiété vous paralyse, quand votre identité même semble creuse, le système hausse les épaules. Un autre accident, une autre inévitable. Passez à autre chose. Elisabeth Moreau a gagné. Sa main marquée repose non sur le dossier d'une seule chaise dans un manoir bordelais, mais sur le dos du monde entier. Et le monde, comme Béatrice Lefebvre, ne résiste pas. Il s'appuie sur son toucher, le prenant pour du confort, ne réalisant jamais jusqu'à ce que la chute ait déjà commencé. Donc je vous demande à nouveau, le voyez-vous? Reconnaissez-vous le pattern dans votre propre vie, dans vos propres dépendances, dans votre propre soumission silencieuse à la main marquée? Ou vous dites-vous encore que c'est tout coïncidence, tout accident, tout destin? La descente est presque à sa fin, mais ce qui attend en bas n'est pas Elisabeth Moreau. Ce qui attend en bas est le miroir. Et une fois que vous le voyez, vous ne pourrez jamais détourner le regard à nouveau. Il y a un moment plus sombre que la mort. C'est le moment où la mémoire elle-même est volée, quand ce qui était autrefois vrai est enterré, altéré ou réécrit jusqu'à ce que personne ne puisse prouver qu'il a jamais eu lieu. C'est la perfection finale de la main marquée d'Elisabeth Moreau. Non seulement tuer une personne, non seulement manipuler une vie, mais concevoir la disparition de la vérité elle-même. En 1885, son pouvoir venait des accidents qu'elle mettait en scène. Mais au XXIe siècle, son vrai héritage est dans la façon dont les institutions mettent en scène l'histoire. Parce que à quoi sert la vérité si elle peut être effacée? À quoi sert la mémoire si elle peut être remplacée? Pensez à cela. Combien de gens à Bordeaux, Lyon ou Marseille se souviennent eux-mêmes du nom Elisabeth Moreau? Combien ont entendu parler de la faiseuse de veufs? Presque aucun. Une femme qui terrorisa des familles pendant des décennies, dont la main marquée fut décrite dans des rapports de police 14 fois, dont la photographie existe encore. Et pourtant, elle est absente des livres scolaires, absente des musées, absente de l'histoire officielle. Elle a été effacée. Et cet effacement n'est pas un échec. C'est le point. Le même système qui lui permit de tuer discrètement en 1885 perfectionna son silence dans les siècles qui suivirent. Sa légende fut réduite à des ragots, son histoire tordue en fiction, sa leçon enterrée sous de la peur-mongering sur des femmes dangereuses. La vérité de son existence fut nettoyée jusqu'à ce qu'elle devienne spéculative, incertaine, douteuse. C'est où la main marquée opère maintenant, dans l'ingénierie de la mémoire. Regardez le monde dans lequel vous vivez. Combien d'événements vous sont présentés non comme ce qu'ils étaient vraiment,
mais comme des récits polis soigneusement édités par des gouvernements, des corporations et des médias. Guerre recadrée comme cause noble, atrocités décrites comme accidents, crimes effacés par le langage de l'inévitable. Tout comme Élisabeth s'agenouillait autrefois près du corps de Béatrice Lefebvre, pleurant de façon convaincante, comme si elle était accablée de chagrin, les institutions d'aujourd'hui pleurent, avec des communiqués de presse, des discours solennels, des promesses que des leçons ont été apprises. Le masque du chagrin déguise la main de l'effaceur. L'Internet était censé préserver la mémoire pour toujours, mais il n'a fait qu'accélérer l'effacement. Archives digitales sont curatées, censurées, réécrites. Articles entiers disparaissent, photographies s'évanouissent, liens pourrissent. Ce qui reste est ce que les institutions choisissent de préserver, et ce qui est effacé est parti pour toujours. Parce que la mémoire digitale n'est pas de la mémoire du tout, c'est de la permission. Si la permission est révoquée, la mémoire cesse d'exister. Tout comme Élisabeth enlevait autrefois des vies inconvenantes, aujourd'hui le système enlève des vérités inconvenantes. Comprenez-vous la profondeur de cela? Dans le passé, la main marquée tuait le corps. Aujourd'hui, elle tue l'histoire. Considérez les événements des 20 dernières années seulement. Guerre lancée sur des mensonges qui sont maintenant discrètement rebrandés comme erreurs. Effondrement financier conçu par l'avidité, réécrit comme crises imprévisibles. Nation entière déstabilisée, millions déplacés, tout décrit comme conséquences non intentionnelles. Ces phrases ne sont pas des explications. Elles sont des effaceurs. Elles sont la façon du système de ranger la vérité dans le même cabinet oublié, où la photographie d'Élisabeth resta cachée pendant 14 ans. Et quand la vérité est effacée, qu'est-ce qui la remplace? Le récit, l'histoire curatée, le mythe, de la même façon que la légende d'Élisabeth fut remodelée en conte d'avertissement. Aujourd'hui, l'histoire est remodelée en mythe patriotique. Histoire d'origine corporative, récits héroïques. Le prédateur n'est jamais recordé comme prédateur. Le prédateur devient protecteur dans la mémoire du système. C'est la connaissance interdite. L'histoire n'est pas ce qui s'est passé. L'histoire est ce qui a survécu. Et ce qui survit est déterminé non par la vérité, mais par le pouvoir. Élisabeth Moreau le prouva longtemps avant l'Internet. Elle fut recordée non comme une meurtrière, mais comme un murmure. Ses victimes furent recordées non comme des femmes détruites, mais comme des accidents. La vérité existait dans des cicatrices, dans des photographies, dans des rapports. Mais elle fut enterrée. Au moment où les enquêteurs assemblèrent le pattern, il était trop tard, et donc elle devint mythe. Pendant que ces méthodes devinrent l'architecture invisible du pouvoir, au XXIe siècle, le processus est perfectionné. Les institutions n'attendent plus le temps pour enterrer la vérité. Elles l'enterrent en temps réel. Algorithmes curanent ce que vous voyez. Moteurs de recherche effacent ce qu'ils choisissent. Médias sociaux amplifient la distraction pendant que la vérité suffoque sous le bruit. Vous pensez vous noyer dans l'information, mais vous vous noyez dans l'effacement. La main marquée ne vous pousse plus dans un escalier. Elle efface l'escalier entièrement, vous convainquant qu'il n'a jamais été là. Pensez à ce que cela signifie. Si une photographie de 1885 peut disparaître dans une archive oubliée pendant 14 ans avant d'être redécouverte, combien de photographies aujourd'hui sont effacées définitivement, invisiblement, sans record? Combien de vérités sont déjà parties? Vous ne le saurez jamais parce que la main marquée n'annonce pas ces effacements. Elle vous laisse simplement avec le silence. C'est la perfection du contrôle. Effacer la vérité si jadillement que même ceux qui la cherchent commencent à douter d'eux-mêmes. Vous laissez demander, est-ce vraiment arrivé? Existait-elle vraiment? Était Élisabeth Moreau réelle ou juste un mythe? Ce doute est la cicatrice. Ce doute est le contrôle. Et voici la pensée la plus terrifiante de toutes. Peut-être que c'était son intention. Peut-être qu'Élisabeth Moreau, agenouillée dans son tablier avec des larmes tachant ses joues, comprenait quelque chose de plus profond que le meurtre. Peut-être qu'elle savait que l'immortalité vraie du pouvoir n'est pas d'en tuer des corps, mais d'en effacer des vérités. Parce que quand la vérité est effacée, le prédateur n'est jamais puni. Quand la vérité est effacée, le prédateur devient l'auteur de l'histoire elle-même. Donc je vous demande maintenant, que croyez-vous? Croyez-vous qu'Élisabeth Moreau était juste une rumeur, juste un mythe? Ou voyez-vous sa main marquée encore atteignante à travers le temps, effaçant des vérités même pendant que vous écoutez ces mots? Parce que si vous le voyez, si vous osez l'admettre, alors vous comprenez pourquoi la descente doit continuer. Si le XXe siècle était sur l'effacement de la mémoire, le XXIe est sur écrire le futur à l'avance. La main marquée n'est plus satisfaite de modeler comment nous recordons l'histoire. Maintenant, elle décide à quoi ressemblera demain avant même que vous y arriviez. Élisabeth Moreau perfectionna l'art du contrôle en manipulant des environnements, jusqu'à ce que l'effondrement semble inévitable. Aujourd'hui, cette méthode a été renée dans la technologie prédictive, l'intelligence artificielle et le scripting algorithmique de la vie humaine. Regardez de près. Chaque clic que vous faites, chaque recherche que vous tapez, chaque post que vous likez n'est pas seulement enregistré. Il est nourri dans des modèles conçus pour vous prédire. Le système n'attend pas que vous agissiez.
Il calcule votre prochain pas avant que vous le preniez. Vos préférences, vos peurs, vos faiblesses sont mappées avec une précision qu'Elisabeth n'aurait jamais pu rêver. Où elle étudiait autrefois des pipes de gaz et des escaliers, la main marquée étudie maintenant vos données. Pipes et chemins invisibles à travers lesquels vos décisions coulent. Et tout comme elle ajustait une valve ou polissait un escalier jusqu'à ce que le désastre soit garanti, les systèmes prédictifs ajustent maintenant vos options, rétrécissant vos choix jusqu'à ce que vous croyiez que le chemin que vous avez pris était le vôtre. Il n'était jamais le vôtre. Pensez aux victimes d'Elisabeth. Béatrice Lefebvre croyait qu'elle était simplement fatiguée, malade, affaiblie par des obligations sociales. Elle croyait que son effondrement était un accident. En vérité, il était conçu longtemps avant qu'elle ne prenne son dernier pas dans l'escalier. La même chose est vraie maintenant. Vous croyez que vos décisions, ce que vous achetez, ce que vous croyez, même qui vous aimez, sont les vôtres. Mais l'algorithme a déjà écrit les probabilités, déjà incliné l'environnement, déjà préparé l'effondrement. Ce n'est pas de la spéculation. Corporations et gouvernements l'admettent ouvertement. Ils prédisent non seulement des marchés mais des comportements. Ils prédisent des troubles avant qu'ils ne se produisent. Ils prédisent des votes avant qu'ils ne soient castés. Ils prédisent des crimes avant qu'ils n'occurrent. Populations entières sont jugées non sur ce qu'elles ont fait, mais sur ce qu'elles sont calculées susceptibles de faire. Elisabeth Moreau jugeait autrefois ses victimes en privé dans un salon. Maintenant, des systèmes jugent des milliards de gens invisiblement en temps réel. Et que se passe-t-il quand la prédiction elle-même devient le piège? Quand vous êtes labellisé une menace, un risque, une responsabilité, la main marquée bouge contre vous avant que vous n'agissiez, vous perdez un prêt, un emploi, une plateforme. Vous êtes effacé non pour ce que vous avez fait, mais pour ce que l'algorithme croit que vous pourriez faire. Ce n'est pas de la prédiction, c'est de l'élimination prédéterminée. C'est la main marquée scripting votre vie aussi sûrement qu'Elisabeth scriptait la fuite de gaz dans la chambre de Béatrice. Le voyez-vous à quel point cela va profond? Nous ne vivons plus dans le présent. Nous vivons à l'intérieur d'un futur qui a déjà été écrit par des systèmes que nous ne contrôlons pas. Elisabeth Moreau tuait en rendant ses victimes dépendantes, en les faisant confiance à son soin pendant qu'elle orchestrait leur chute. Aujourd'hui, nous sommes dépendants de systèmes prédictifs qui nous disent quoi regarder, quoi acheter, quoi penser, pendant qu'ils modèlent discrètement des résultats que nous ne pouvons résister. Dépendance déguisée en personnalisation, soins déguisés en surveillance. Et voici la vérité interdite. Le système ne nous observe plus simplement. Il nous crée. Chaque choix que vous faites en ligne est réfléchi vers vous, amplifié, répété jusqu'à ce qu'il devienne votre identité. Comme Elisabeth brossant les cheveux de Béatrice, l'apaisant, murmurant des remèdes, le système murmure vos propres désirs de retour à vous, jusqu'à ce que vous les preniez pour vérité. Et puis quand vous effondrez sous le poids de ces mêmes désirs, addiction, dette, désespoir, le système hausse les épaules. Un autre accident, une autre inévitable. C'est la perfection finale de la main marquée. Non tuer des corps, même pas effacer l'histoire, mais concevoir l'identité, écrire qui vous êtes avant que vous ne vous connaissiez vous-même, scripter votre futur si serré que la liberté devient une illusion. Et encore le mythe d'Elisabeth persiste, déformé une fois de plus pour vous distraire. Film, show, romance, recyclant son archétype encore et encore. La gardienne astucieuse, la veuve noire, la servante déceptive. Elle apparaît dans différents guises, mais toujours comme divertissement, jamais comme vérité. Parce que si son histoire vraie était racontée, si c'était admis que son plan de main marqué est maintenant le système d'exploitation du monde, l'illusion s'effondrerait. Le système ne peut permettre cela, donc elle reste mythe pendant que sa méthode devient réalité. C'est pourquoi son histoire est une connaissance dangereuse. Parce qu'une fois que vous reconnaissez la main marquée dans votre vie, vous ne pouvez l'ignorer. Vous commencez à remarquer comment chaque headline, chaque feed, chaque effondrement est conçu pour ressembler au destin. Vous commencez à réaliser que votre vie a été scriptée non par vous, mais par des systèmes qui ont appris d'Elisabeth Moreau comment tuer sans laisser de traces. Et quand vous le voyez, vraiment le voyez, la descente n'est plus juste une histoire, elle devient votre réalité. Maintenant vous vous tenez où Béatrice se tenait autrefois, inconscient que la lampe près de son lit fuyait du gaz. Vous vous tenez où Marguerite Thibault se tenait autrefois, faisant confiance à la domestique qui polissait l'escalier. Vous vous tenez où des générations se tenaient, prenant le contrôle pour du soin, la dépendance pour de la liberté. La main marquée repose sur votre épaule, elle murmure du confort, elle caresse vos cheveux et elle attend patiemment le moment où vous effondrez. Donc je vous demande, croyez-vous encore que votre futur est le vôtre? Ou voyez-vous qu'il a déjà été écrit une probabilité à la fois par un système qui a appris d'Elisabeth Moreau comment tuer sans laisser de traces? La descente est presque complète. Une seule révélation reste, chaque descente a un fond. Chaque labyrinthe a un cœur. Et ici, après 16 sections d'ombres et de cicatrices, nous arrivons à la révélation la plus profonde de toutes. La main marquée n'était jamais seulement Elisabeth Moreau. Elle n'était jamais seulement le système. Elle n'était jamais seulement des gouvernements,
des corporations ou des institutions sans visage. La main marquée, une fois vue, ne peut être contenue à l'histoire parce que la vérité est plus terrible. La main marquée est nous, laissez cela s'enfoncer. Elisabeth Moreau n'était pas surnaturelle. Elle n'était pas un démon. Elle était une femme qui comprenait la structure du pouvoir. Elle voyait que les gens cravent du soin même quand ils les tuent. Elle voyait que la dépendance est plus facile que la liberté, que le silence est moins cher que la vérité, que des accidents peuvent être conçus et personne ne les questionnera si l'histoire est opportune. Elle le voyait, elle l'utilisait et elle prospérait. Mais qu'est-il arrivé après elle? Son pattern fut absorbé parce qu'il résonnait, parce qu'il était utile, parce qu'il reflétait ce que l'humanité elle-même fait déjà. Pensez-y, chacun de nous à un moment a isolé quelqu'un pour le contrôle, un amant, un ami, un subordonné. Nous les convainquons que nous savons ce qui est mieux. Nous les coupons de voix extérieures. Elisabeth le faisait dans des salons. Vous le faites dans des conversations. Chacun de nous a favorisé la dépendance. Nous avons laissé des gens nous needing plus qu'ils ne le devraient, parce que cela nous faisait sentir puissants, précieux, indispensables. Elisabeth le faisait avec des remèdes. Vous le faites avec de l'approbation, de la validation, de l'argent. Chacun de nous a manipulé un environnement, subtilement shiftant des circonstances pour que le résultat nous favorise. Ajustant un ton, retenant un fait, poussant un choix. Elisabeth le faisait avec des lampes à gaz. Vous le faites avec des mots, avec le silence, avec le timing de vos décisions. Et chacun de nous a haussé les épaules devant des accidents, regardé ailleurs quand quelqu'un s'effondrait sous le poids de sa propre faiblesse, nous disant que ce n'était pas notre faute, que le destin les avait revendiqués, que leur chute n'avait rien à voir avec l'environnement que nous avons aidé à créer. Elisabeth le faisait avec des cadavres. Vous le faites avec des amitiés, avec des collègues, avec des étrangers dont la souffrance vous scrollait sans pause. Le voyez-vous maintenant? La main marquée n'est pas alien. Elle n'est pas rare. Elle est l'architecture cachée du comportement humain, aiguisée et weaponisée par des institutions, agrandie par des corporations, digitalisée par des algorithmes. Mais sa racine repose dans le cœur humain, dans le vôtre, dans le mien. C'est pourquoi son histoire est si dangereuse, parce qu'elle enlève l'illusion d'innocence. Elle montre que le pouvoir n'est pas simplement imposé sur nous. Il est répliqué par nous. Nous ne sommes pas seulement des victimes de la main marquée, nous en sommes les porteurs. Chaque fois que nous choisissons le confort sur la vérité, chaque fois que nous échangeons la liberté pour la dépendance, chaque fois que nous laissons le silence enterrer la réalité parce que la parler coûterait trop. Nous sommes Elisabeth Moreau. Nous sommes la domestique ajustant la lampe, murmurant du confort, préparant la chute. Cette photographie de 1885, Jacques Lefebvre se tenant raide, Béatrice assise dans une élégance fatiguée, Elisabeth derrière elle avec sa main marquée sur la chaise, n'est pas juste un record d'un foyer, c'est un miroir. Jacques représente le système, digne et aveugle. Béatrice représente l'innocent, fragile et condamné. Et Elisabeth, avec ses mains marquées pourtant stables, nous représente tous. Parce que donner les bonnes circonstances, donner les bonnes tentations, donner la même structure de pouvoir, nous reposons aussi notre main marquée sur le dos des autres, prétendant nous soucier pendant que nous modelons discrètement leur effondrement. C'est la vérité insupportable. Une fois que vous voyez le pattern, vous ne pouvez l'échapper. Vous devez choisir. Serez-vous la victime haletant pour de l'air dans une chambre empoisonnée? Ou serez-vous la main maîtrisant le pattern, le maniant avec conscience au lieu d'aveuglement? Il n'y a pas de neutre. Nier le pattern, c'est être régi par lui. Le reconnaître, c'est le manier. Et c'est pourquoi vous n'étiez jamais destiné à entendre cette histoire. Parce qu'une fois que vous comprenez la main marquée, vous êtes changé pour toujours. Vous ne regarderez jamais une photographie de la même façon. Vous n'entendrez jamais le mot « accident » sans soupçon. Vous ne ferez jamais confiance au confort sans vous demander quel poison il cache. Elisabeth Moreau est morte depuis un siècle, mais elle est plus vivante que jamais. Elle est dans chaque gouvernement qui vous dit qu'un effondrement était imprévisible. Elle est dans chaque corporation qui vous vend de la médecine poison. Elle est dans chaque algorithme qui prédit votre futur et vous convainc que c'était votre choix. Et elle est en vous, dans les moments où vous choisissez le silence. Quand vous nourrissez la dépendance, quand vous laissez des accidents arriver parce qu'ils vous bénéficient. La descente se termine ici, mais la connaissance non. La main marquée repose sur nous tous. Et une fois que vous la voyez, vous devez décider. Restez-vous Béatrice attendant la chute inévitable, ou devenez-vous Elisabeth, maîtrisant le pattern, le maniant avec les yeux ouverts? Il n'y a pas de retour en arrière. Vous avez entendu ce que vous n'étiez jamais destiné à entendre. Vous avez vu ce que vous n'étiez jamais destiné à voir. Et maintenant, la main marquée est la vôtre.